Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Merci Thierry, bonsoir à tous. Encore une fois, je suis ravi de vous écouter, ravi de vous avoir pour cette nouvelle émission. Et je vais commencer comme d'habitude avec mon édito. Alors, le déconfinement au Portugal se poursuit et se passe bien pour l'instant. Notre mot d'ordre est toujours le même, soutien à nos restaurateurs et à nos commerçants. La France entame tout doucement son retour à la normale et c'est une bonne nouvelle. La campagne de vaccination s'accélère. Le nombre de cas graves et de décès ne cesse de diminuer. C'est une excellente nouvelle. Le libéralisme est mort. Oui, vous avez bien entendu. Suite au Covid, les États libéraux ont sifflé la fin de la partie et la grande vague libérale remise au goût du jour au début des années 80 avec les élections de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher semble se terminer. Pourquoi dis-je cela? Commençons par chez nous. Macron et son quoi qu'il en coûte a transformé des milliers de commerces en commerces d'État avec des employés payés par l'État, des loyers payés par l'État et des petits bonus en plus. À tel point que l'on entend certains patrons dire qu'ils s'en sortent mieux qu'avant. Bruno Le Maire, qui nous a inventé la sécurité alimentaire pour empêcher Couche-Tard, le Canadien, de se rapprocher de Carrefour, Suez pressé de céder à Veolia au nom de la raison d'État, comme les Tchèques furent pressés de céder en 1938 au nom de la paix. Et Joe Biden, en quelques semaines, comme vous l'a expliqué David Calfon, il y a peu, a lancé des plans de relance sur 10 ans pesant 35% du PIB, du jamais vu, plus que le New Deal de Roosevelt. Un autre pilier du libéralisme, la liberté de se déplacer, et dans notre système européen, la libre circulation des biens et des marchandises a volé en éclats. Et le peuple en redemande. Des restrictions, voire des interdictions de déplacement ont été mises dans à peu près tous les pays, y compris à l'intérieur de notre marché commun et de notre zone euro. Des restrictions à l'export sur des produits sensibles ont été prises, les vaccins en premier lieu. Un groupe de pays, États-Unis en tête, ont souhaité la levée de la propriété sur les brevets des vaccins. Il y a peu, personne n'aurait même osé proposer l'idée. Aujourd'hui, la majorité est d'accord. Est-ce la faute au Covid? Non, je ne le crois pas. C'est la faute à la faible croissance en premier lieu et à la difficulté de bien en redistribuer les fruits. Le libéralisme devait nous apporter 3% de croissance en moyenne annuelle et une maîtrise de la dérive budgétaire. Ce faisant, nos systèmes se chargeaient de la redistribution aux oubliés de la croissance et tout un chacun aurait tiré les bénéfices du libéralisme. Avec une croissance à 1%, il n'y a plus rien à redistribuer sauf à créer de la dette. Ce que nous firent, et avant le Covid, une grosse dette existait déjà. Le Covid a transformé cette grosse dette en énorme dette et ce ne sera plus possible de la laisser dériver. Il va falloir, coûte que coûte, de la croissance. Clémenceau disait « La guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires ». Cela pourrait se traduire aujourd'hui par « La croissance est une chose trop sérieuse pour être confiée aux acteurs du marché ». L'État reprend, ou plutôt les États reprennent les choses en main. Nous rentrons, ou peut-être nous retournons dans l'ère du capitalisme dirigiste. Lui, en revanche, il est bien victorieux, le capitalisme. Vu les masses de capitaux engagés, le capital est plus que jamais maître à bord. Toute la question est maintenant de savoir ce que les États vont faire de ce nouveau pouvoir qu'ils viennent de reprendre contraint et forcé. Je vais vous le dire, c'est une vraie lapalissade. Ils vont l'utiliser pour le bien commun. Malheureusement, la définition du bien commun est loin d'être consensuelle. Et pour répondre à la demande du peuple, et là nous allons en tant qu'Européens devoir affronter une énorme difficulté, nous ne sommes pas encore un peuple. Nous sommes des peuples et nos intérêts ne sont pas, en tout cas, toujours alignés. Marc Toiti répète régulièrement qu'une de ses plus grandes craintes est la dislocation de la zone euro. Et je la partage. J'aime l'Europe, j'aime l'euro, et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour nous les Français. Comment allons-nous donner aux gens ce qu'ils souhaitent en restant nous-mêmes? Il va falloir nous entendre, et pour ce faire, mettre au pas les petits pays si nous ne voulons pas disparaître. La Russie, la Turquie, les États-Unis n'ont pas ce problème. L'Angleterre ne l'a plus. Ils font déjà ce qu'ils pensent être bien pour eux. Nous devons impérativement en faire autant et hausser vraiment le ton avec nos concurrents, opposants, voire même nos ennemis, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Les États vont reprendre la main et ils vont être fortement aidés par l'inflation et la hausse des taux qui devraient leur permettre de limiter l'interventionnisme monétaire. Ce dernier a faussé la valeur des actifs et l'inflation permettra de la faire baisser sans que la valeur faciale ne baisse. La raison d'État deviendra la raison de la sécurité et nos dirigeants vont chaque jour inventer un nouveau danger pour nous imposer ce qu'ils veulent.
Le dirigisme frappe à notre porte. Le pire dans tout cela, c'est que c'est ce que demande le peuple. Lassé par tous les manquements et les mensonges passés, il est prêt à s'offrir à qui lui donnera le plus grand sentiment de sécurité. Et sur ce sujet, notre jeune et brillant baratineur devrait plutôt bien s'en sortir. Un autre problème est que les GAFAM sont encore devenus plus puissants qu'ils ne l'étaient et qu'ils ont donné des envies de concentration encore plus fortes dans d'autres secteurs. Les patrons de ces entreprises se sont hissés par leur méritocratie. Et ça, les politiques détestent. Ce n'est pas leur genre du tout. Un petit rappel, Yahoo avait proposé en 2000 de racheter Facebook pour 1 milliard de dollars. Tout le monde aurait dit oui, sauf Zuckerberg, qui a eu le courage de persévérer. Je pourrais vous raconter une petite histoire semblable sur tous les autres. Et comme ils sont bons, voire même très bons, si on les laisse faire, ils détrôneront les politiques. Ces derniers le savent et ils vont se servir de la pandémie et surtout des effets post-pandémie pour reprendre la main. Deux aides massives vont venir en soutien. Vont venir soutenir le passage du libéralisme au capitalisme dirigiste. Le nationalisme économique avec ses relocalisations, la transition énergétique. Le monde est prêt pour se refermer. Le gain visible ou ressenti de la liberté de voyager et de commercer n'a profité tout du moins de manière visible qu'à un petit nombre. Ce petit nombre n'arrive plus à convaincre le plus grand nombre des bienfaits du libéralisme. Les États vont en conséquence, et comme toujours, livrer au peuple ce qu'il demande, du pain, des jeux et de la sécurité. Les médias vont se charger de définir ce que sont pain, jeux et sécurité, et en avant, nous sommes partis pour un cycle de capitalisme dirigiste. C'est de ce besoin de sécurité que découle la transition énergétique. Chemin incontournable de la protection de la planète que nous avons maintenant peur de perdre. La mouvance complotiste que nous avons vue émerger il y a peu, que nous voyons maintenant grossir et se nourrir des incohérences et des raccourcis que les gouvernements font pour imposer leurs choix en les faisant passer pour des nécessités ou pour masquer leurs manquements. Il y a une manière simple de s'opposer à une dérive, voter. Voter pour des gens bien. Et c'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Mais rappelez-vous, si vous n'allez pas voter, vous n'avez aucune chance d'y parvenir. C'est maintenant à David et à son point marché de compétition. Bonsoir David. Bonsoir Bernard, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, vous savez, il y a un dicton en bourse, on dit souvent sell in May and go away. Il faudrait vendre au mois de mai et s'en aller. Eh bien, cet adage boursier, pour le moment, cette sagesse populaire aurait plutôt tendance à avoir raison. Alors, ce n'est pas flagrant, hein, je l'avoue, puisque la baisse est pour le moment très contenue. Depuis le début du mois, les actions internationales ont baissé de 0,7%. 0,7%, c'est pas grand-chose. Ce chiffre laisse penser qu'il ne se passe vraiment rien. Eh bien, détrompez-vous. Si on regarde tant au niveau géographique qu'au niveau sectoriel, vous aurez une image très différente. Commençons par l'analyse géographique. Une fois n'est pas coutume, l'Europe surperforme très nettement les États-Unis. L'Europe est en hausse de 1,4% depuis le début du mois et de 12,9% depuis le début de l'année. L'Asie émergente chute de plus de 5% sur les dernières semaines. Alors, n'oubliez pas que dans l'Asie émergente, vous avez l'Inde et l'évolution incontrôlée de la pandémie, ainsi que la Chine, qui a ces derniers temps publié des indicateurs économiques en demi-teinte. Donc vous voyez une disparité géographique déjà assez forte. Au niveau sectoriel, les écarts se creusent également, avec un net recul de la tech, avec le Nasdaq qui est en baisse de 3,3%, et en particulier les GAFAM qui chutent de quasiment 7% depuis le début du mois. Dans le même temps, l'énergie et les financières sont en nette hausse. Vous l'aurez compris, car vous nous écoutez depuis longtemps, tous ces mouvements sont très cohérents avec une reprise du style value, le style qui favorise les valeurs décotées au détriment des valeurs de croissance qui sont souvent plus chères que le marché, mais qui offrent des perspectives de croissance plus élevées. Alors tout cela est assez logique, tiré par une reprise cyclique de l'économie. En un mot, les marchés sont secoués par le spectre de l'inflation. Alors il est vrai que la Chine a annoncé une augmentation des prix à la production de 6,8% pour le mois d'avril. C'est la plus forte progression depuis 3 ans et demi. Aux États-Unis, ce n'est pas mieux. L'indice des prix à la consommation est sorti à 4,2% sur un an, alors qu'on l'attendait à plus 3,6%. Comme si cela ne suffisait pas.
en parallèle, nous avons une véritable guerre des salaires dans l'économie réelle. Aux États-Unis, McDonald's vient d'annoncer des payes plus élevées pour attirer des employés. Une autre chaîne de restauration rapide, Chipotle pour ne pas les nommer, avait annoncé déjà lundi une hausse du salaire minimum à l'embauche à 11 $ de l'heure, avec l'objectif d'un salaire moyen dans ces restaurants de 15 $ d'ici juillet. Le géant du commerce en ligne, Amazon, a annoncé vouloir recruter 75 000 personnes supplémentaires aux États-Unis et au Canada, propose un salaire horaire moyen à l'embauche de plus de 17 $ et jusqu'à 1 000 $ de primes. Comme si cela n'était pas assez, les enseignes de distribution Target et Costco ont également relevé leur salaire minimum pour atteindre ou dépasser les 15 $ de l'heure. On est loin du 7,25 $ de l'heure qui est le salaire minimum officiel pour le moment, je vous le rappelle. Alors, tout cela, on peut se dire effectivement, tout cela est en train de nourrir une inflation qui va être forte, mais il faut se souvenir que cette reprise de l'inflation, elle est voulue par les banques centrales. La Fed nous dit que cette surchauffe n'est que temporaire et qu'en moyenne, l'inflation restera maîtrisée. Malheureusement, on dit souvent que l'inflation, c'est un peu comme le dentifrice. Une fois sorti du tube, il est difficile de l'y faire retourner. Alors, prenons un peu de recul. On peut se dire plus simplement, on est entre nous, l'inflation, c'est le meilleur moyen de rembourser ses dettes. Et n'oubliez pas que les dettes, en ce moment, ce n'est pas ça qui manque. On a un niveau d'endettement qui est colossal, lié à l'impact de la pandémie. Et donc, effectivement, si vous avez de l'inflation, cela vous permet de rembourser vos dettes de manière beaucoup plus facile. Alors, d'un autre côté, on sait également que l'inflation, qu'une banque centrale, c'est toujours beaucoup plus simple de juguler une poussée d'inflation que de lutter contre la déflation. Pour lutter contre l'inflation, la recette est connue et éprouvée. Il s'agit de remonter les taux d'intérêt et techniquement, théoriquement, il n'y a aucune limite à cette remontée des taux. La Banque centrale peut agir jusqu'à obtenir satisfaction. Le problème, c'est que dans ce mouvement, ce sont souvent les marchés qui trinquent, car rappelons-le, les investisseurs aiment la visibilité et détestent l'incertitude. Alors que faire pour le moment? Réduire un peu la voilure? Bah, pourquoi pas? Il est encore temps puisque les performances depuis le début de l'année sont excellentes. Rééquilibrer les portefeuilles en mettant un peu plus de valeur cyclique? Pourquoi pas, même si c'est déjà probablement un peu tard à mon avis. Alléger un peu les technos après les performances exceptionnelles de l'an dernier, oui, je dirais même plus, cela aurait déjà dû être fait, mais attention, supprimer totalement les technos de votre portefeuille, certainement pas. Cela reste une thématique porteuse et dont le timing reste difficile à maîtriser. N'oubliez pas qu'en gestion de portefeuille, pour dire qu'une opération est gagnante, il faut en fait avoir raison 3 fois. Il faut avoir raison lorsque vous achetez, il faut avoir raison lorsque vous vendez, mais il faut également avoir raison lorsqu'on revient dans le marché, lorsqu'on rachète ses positions. Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on sort du marché ou d'un titre, il faut toujours se demander quand on reviendra. Car pour faire fructifier un patrimoine, on n'a pas vraiment le choix. Il faut être investi, surtout lorsque les taux d'intérêt sont négatifs. L'attente peut coûter très cher. Sur ce, je vous rends l'antenne et je vous dis à dans 15 jours. Merci David. Merci beaucoup. Alors, deux petites remarques. Cette inflation, vous la sentez venir bouillante ou vous pensez que les banques centrales vont bien la maîtriser et la laisser, on va dire, frétiller juste ce qu'il faut, mais pas la laisser déborder? On a vu qu'elles sont venues nous rassurer la semaine dernière. Alors, oui, nous rassurer, c'est ce qu'elles veulent, puisque en fait, elles veulent faire accepter au marché leur stratégie. Leur stratégie, c'est quoi? C'est de dire, on a une période où l'inflation est très, très nettement en dessous de ce qu'il fallait. Donc maintenant, on va tolérer une inflation qui est au-dessus de ce dont on a besoin pour avoir en moyenne l'inflation désirée et voulue. Et c'est ce en moyenne qui est difficile à avoir, car toujours difficile de voir lorsqu'on a une inflation qui sort au-dessus des attentes, si c'était vraiment ce qu'on voulait, ou si les banques centrales sont en train de se faire dépasser. Encore une fois, hein, le remède est connu, mais c'est la violence de ce mouvement de remontée des taux qui peut faire peur au marché. Et en fait, ce que les marchés redoutent, c'est une perte de contrôle des banques centrales. Alors, si j'ai bien compris, quand il n'y a pas d'inflation, on s'inquiète et on se dit qu'il faudrait de l'inflation. Quand l'inflation commence à revenir, on se dit que tout compte fait, le temps sans inflation, c'était pas si mal que ça.
On aime bien avoir peur sur les marchés, hein. Ça, c'est la règle. Ça fait lire les études de recherche, etc. Mais non, globalement, il est quand même fort à parier que les banques centrales auront tous les moyens d'arriver à leur fin et à ne pas enclencher une énorme spirale inflationniste. En revanche, entre-temps, lorsqu'on va voir les chiffres sortir les uns après les autres, oui, on peut se faire un petit peu peur parce qu'on a tout simplement perdu l'habitude d'avoir de l'inflation. Bon, eh ben, on va voir avec Didier Saint-Georges si lui aussi aime se faire peur ou s'il se fait un petit peu peur. Bonsoir Didier Saint-Georges. Ah, on ne vous entend pas Didier. On ne vous entend pas. Alors, le problème vient peut-être de votre casque. Essayez peut-être de voir si le branchement du casque est bien fait ou alors de débrancher votre casque et de parler dans l'ordinateur. Non, on ne vous entend toujours pas. On ne vous entend toujours pas. Pourtant, de mon côté, à la régie, on me dit que c'est bon. Donc, le problème doit venir de votre ordinateur ou de votre connexion. Vous voulez bien débrancher votre casque? Déconnecter le casque de l'ordinateur. C'est fait? OK. Et alors, regardez sur votre écran Zoom s'il n'y a pas quelque part une icône avec un micro qui serait barré. Essayez peut-être de désactiver le son et de le réactiver. Cliquez sur l'icône que vous avez en bas à gauche pour désactiver et réactiver. Est-ce que là, vous m'entendez? Ah, c'est parfait. C'est parfait. C'était du jonglage en live, désolé. C'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est le métier, c'est le direct et c'est la technologie. Voilà. Alors, vous êtes membre du comité d'investissement stratégique et managing director chez Carmignac. Vous êtes venu ce soir nous présenter votre société de gestion incontournable, nous parler de votre stratégie, de votre vision des marchés, sans oublier de votre fonds le plus célèbre, Carmignac Patrimoine. Voilà, c'est un beau programme. Très bien. Ensemble, et on ne va pas perdre de temps. Je vous donne tout de suite la parole. C'est à vous, Didier. Alors, beaucoup de choses en quelques minutes. Alors, maison incontournable, ça c'est gentil. Ça suggère qu'en effet, la maison Carmignac est connue depuis assez longtemps, depuis probablement sa création pour certains d'entre vous en 1989. Donc, on a dépassé les 30 ans. Avec, je dirais, à la fois beaucoup de changements forcément en 30 ans et puis des constantes. Les constantes, c'est un style probablement, donc de maison très, très, très indépendante et très attachée à son indépendance, pas seulement sur le plan capitalistique, mais sur le plan de la liberté de gestion. Une continuité également dans une espèce de philosophie de gestion, c'est-à-dire être assez audacieux sur le long terme, se dire que si on fait la gestion active, c'est pour faire beaucoup mieux que les indices boursiers. Mais dans le même temps, pour reprendre une expression devenue consacrée, un énorme attachement à la gestion des risques. Et il est vrai que pour ceux qui connaissent la maison Carmignac, souvent, la réputation s'est créée à travers la traversée des crises. Ça avait commencé avec la bulle Internet, la crise de 2008, l'année dernière également, où les performances ont tendance à sortir du lot dans ces cas-là. Donc des continuités, je pense, assez marquées, la culture de la maison, avec Édouard Carmignac, le fondateur, naturellement, qui s'assure que cette culture continue. Alors, il ne gère plus, Édouard, mais il est toujours directeur des investissements et très, très présent, je peux vous le garantir, à toutes nos réunions de gestion. Et puis, alors, des changements quand même. Naturellement, au fil des années, la maison s'est largement étoffée, puisque aujourd'hui, il doit y avoir 35-40 analystes et gérants. Une génération de valeur à travers les sélections de titres qui s'est beaucoup renforcée. C'était un petit peu le talon d'Achille de la maison. Et ce qui fait qu'on a eu un petit passage à vide je dirais, 2015-2018. Donc, il fallait renforcer ça, ce qui a été le cas. Beaucoup de renforcement également dans je dirais, l'approche de gestion stratégique.
Et peut-être aujourd'hui, quelque chose qui est vraiment intéressant, parce qu'il y a la culture sur laquelle on est très attaché, la culture maison que je décrivais dans un premier temps, et puis maintenant les moyens de s'assurer que ce qui a été un bon succès sur les 30 dernières années le sera également pour l'avenir. Donc une maison, je dirais qu'à la fois tout le monde, tous les anciens connaissent bien, mais qui, j'espère, devrait continuer d'être pertinente pour les plus récents. Donc voilà pour la maison. Vous voulez que je dise un mot du fonds Carmignac Patrimoine? Oui, peut-être aussi d'abord un peu nous parler de votre stratégie et de votre vision des marchés, et puis on gardera Carmignac D'accord. Patrimoine pour la fin. Et j'ai juste une question, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous êtes étoffé avec des analystes et des gérants, donc vous avez vos propres analystes. Est-ce que vous achetez aussi de l'analyse à l'extérieur, ou est-ce que vous vous fiez uniquement à vos propres analyses? Non, on utilise aussi de la recherche externe. Alors, pas tellement, pour vous dire, pour déterminer ce qu'on veut acheter ou ce qu'on veut vendre, mais presque au contraire, pour voir où est le consensus, parce qu'on sait que les grandes maisons, dont j'ai fait partie il y a quelques décennies, les grandes maisons, les grands brokers globaux influencent énormément l'opinion générale, le consensus. Et c'est toujours intéressant de savoir où est le consensus, qu'est-ce qu'ils pensent. Tout l'intérêt, alors c'est un sujet qui nous emmènerait trop loin maintenant, mais tout l'intérêt de vraiment une gestion active, c'est certainement pas de se dire est-ce que c'est cher, est-ce que c'est trop cher, etc. Parce que les choses peuvent aller très loin dans un sens comme dans l'autre selon les circonstances. Ce qui est intéressant, c'est de se dire là où on est en désaccord avec le consensus. Et à partir de là, creuser son sujet, arriver à la conviction qu'on a raison et que le consensus se trompe. Et inutile de vous dire que pour arriver à ce type de conclusion, il faut vraiment travailler assez dur. Et dès lors qu'on a une conviction, alors on est capable de se dire que le marché soit d'accord avec nous ou pas dans l'immédiat, on garde notre conviction et sur le long terme, on l'emportera. Et donc, c'est cette approche-là qui fait qu'on utilise de la recherche externe pour savoir, donc celle des grandes maisons, pour savoir où se situe le consensus. Et nous, notre mot d'ordre dans l'existence, c'est de diverger du consensus, précisément là où on peut se forger des vraies convictions. Juste une question sur ce consensus. Quand on va contre consensus, est-ce qu'on a peur? Oui, 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 tout à fait. C'est dans la nature des choses. D'ailleurs, je pense qu'un gérant qui n'aurait jamais peur m'inquiéterait beaucoup. Oui, ça demande une certaine force de conviction d'aller contre le consensus. Alors au départ, c'est très facile. Quand le consensus continue de vous donner tort quelque temps, c'est là qu'il faut avoir d'un côté l'humilité de vraiment vérifier que si ce n'est pas le consensus qui a raison et vous qui vous êtes trompé. Et en revanche, quand vous arrivez à la conclusion que non, vos analyses sont justes, votre conviction tient, alors il faut avoir le courage d'aller contre le consensus, ce qui fait que les performances à court terme parfois peuvent s'en sortir. Par définition, on va être contre le marché pendant un temps. Mais c'est vrai que l'expérience montre que sur 2 ans, 5 ans, 10 ans au-delà, c'est le seul moyen de vraiment faire la différence. Donc oui, il faut oser avoir peur de temps en temps et tenir quand on a vraiment confiance dans son analyse. Alors, comment vous voyez les marchés allez, dans les mois à venir? Si on voit cette inflation, ces taux, on ne sait pas très bien si c'est bon, si c'est pas bon. On, on sent bien qu'on est dans un effet papillon et qu'on voit ces battements d'ailes, et on essaye d'imaginer à horizon de quelques semaines, de quelques mois, qu'est-ce que ça va bouger, qu'est-ce que ça va amener de bien, qu'est-ce que ça va amener de pas bien. Comment vous analysez tout ça et comment vous vous préparez à ces changements? D'abord, est-ce que vous Alors voyez ces changements? ouais, c'est vraiment très complexe et honnêtement, il nous faudrait pas mal de temps vraiment pour partager ensemble l'analyse sérieuse qu'on peut faire des marchés en ce moment. Vous avez bien conscience que tous les modèles habituels des économistes sont complètement inutiles aujourd'hui. Enfin, il y en a aucun qui est capable
de modéliser, en tout cas de rentrer dans ces modèles. Qu'est-ce que peut faire à la consommation un taux d'épargne excédentaire qui va dépasser 8 à 10% du PIB? Il n'y a pas un seul modèle économique qui vous dit quel impact ça peut avoir sur la demande, sur les prix, etc. Aucun modèle ne vous dit non plus qu'est-ce qui se passe sur les prix à la production, les matières premières, etc. Quand d'un côté les fournisseurs ont dû réduire leur stock, réduire leur production, parce qu'en 2020, il y avait plus de demande. Et puis d'un seul coup, la perspective des vaccinations, des ouvertures de l'économie font que la demande peut, ne serait-ce que ponctuellement, exploser. Il n'y a aucun modèle économique qui est capable de gérer ce genre de choses. Alors on en est rendu un petit peu à des espèces de raisonnements logiques davantage qu'à l'application de modèles. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous à se dire l'inflation, dans un premier temps, va monter par les deux phénomènes que je viens de décrire, hein, une augmentation de la demande et une offre qui va avoir un petit peu de temps pour s'ajuster. Donc, très bien, il n'y a aucun doute là-dessus. On le voit déjà sur le prix des matières premières, semi-conducteurs, etc. Donc, c'est un peu une évidence. Et ça, là, le marché l'a bien vu. La question, c'est de se dire quelle va être la réaction des uns et des autres à cette hausse de l'inflation. La réaction des banquiers centraux, naturellement, ça, ils nous ont dit qu'ils n'allaient pas réagir tout de suite, donc on est plutôt tranquille de ce côté-là. Mais cette absence de réaction des banques centrales veut dire que peut-être les marchés eux-mêmes vont faire le travail des banques centrales, c'était réagir, monter alors que les banques centrales ne s'occuperont pas de juguler l'inflation dans un premier temps. C'est peut-être un coup du sort terrible, hein, finalement, que les banquiers centraux, et aux États-Unis en particulier, mais c'est un peu vrai pour l'Europe aussi, se sont dit il y a 6 mois environ, on va changer d'approche, on va tolérer davantage d'inflation avant de réagir. Vous vous souvenez, hein, c'était le grand sujet pour essayer de sortir de cette torpeur de 10 ans de manque d'inflation. Et ils font cette décision juste avant que l'inflation se mette à augmenter fortement. Donc peut-être qu'effectivement, ils vont réagir très tard et donc les banques vont devoir, les marchés vont devoir faire le travail que n'auront pas fait les banques centrales. Et puis l'autre question qu'on se pose tous, et c'est pour ça je pense que les marchés vont être volatiles à court terme, l'autre question qu'on se pose tous, c'est l'impact de cette poussée d'inflation sur nous consommateurs. Est-ce qu'on va se dire, oh là là, c'est très cher, le prix du bois a augmenté, donc ma maison structure bois, je vais finalement l'acheter plus tard. Est-ce que tout ça va ralentir en réalité la consommation, ou est-ce que tout le monde va se convaincre que l'inflation va durer et que par conséquent, si elle dure, il vaut mieux acheter maintenant que plus tard? Donc on ne sait pas la réaction des consommateurs, et ce n'est pas les économistes qui vont nous le dire, peut-être des sociologues, j'en sais rien, on ne le sait pas. Et dernière chose, on ne sait pas non plus dans quelle mesure les entreprises, dont les coûts d'entrée, si j'ose dire, que ce soit les matières premières, mais éventuellement les salaires maintenant, hein, puisqu'aux États-Unis, on voit que les entreprises sont obligées vraiment de surpayer un petit peu pour attirer la main-d'œuvre dont ils ont besoin pour la réouverture. On ne sait pas dans quelle mesure ces entreprises vont être capables de faire passer ces prix aux consommateurs, auquel cas on aura l'inflation et la consommation, ou au contraire vont devoir prendre sur leur marge. Et dans ce cas-là, vous aurez un énorme écart entre les entreprises qui sont capables de faire passer des hausses de prix et celles qui n'en sont pas capables. Donc tout ça pour dire que ceux qui ont des convictions aujourd'hui et une certitude absolue sur la façon dont le marché va pouvoir rendre compte de tout cela dans les prochains mois sont vraiment très très forts, ou alors ils n'ont pas complètement mesuré la complexité du sujet. Donc nous, chez Carmignac et sur Carmignac Patrimoine notamment, on se dit que dans un premier temps, les marchés obligataires en particulier ont bien vu l'immédiateté des choses, mais il va leur falloir plus de temps, c'est-à-dire probablement au moins jusqu'à cet été, pour juger si on est dans un phénomène de rattrapage avec des goulets d'étranglement qui font des poussées de court terme, mais que fondamentalement la logique générale n'a pas changé. Et quand vous avez une hausse de prix, la consommation se réduit et puis les choses se résolvent d'elles-mêmes. L'inflation crée son propre antidote par hausse des taux d'intérêt et tout ça ralentit derrière et se normalise. Ou est-ce qu'on rentre dans quelque chose de bien plus durable parce que cette fois-ci c'est différent, parce qu'on n'a jamais vu un gouvernement américain faire un plan de relance aussi durable, hein, structurellement. On est peut-être au rebours de ce qu'on avait connu. Alors peut-être certains d'entre vous n'avaient pas la mémoire de cela. Moi, je m'en souviens, grâce à mes cheveux gris, je me souviens au début des années 80, quand
avec de l'inflation importante. Reagan est arrivé, suivi par Thatcher en Europe. Il s'est mis à baisser les impôts, baisser la réglementation, baisser les taux d'intérêt, augmenter la globalisation. Donc tout ça, ça a créé une tendance vraiment de très long terme avec très peu d'inflation, des actifs financiers qui ont fait un parcours extraordinaire. Et peut-être que là, au même moment où on arrive au bout de cela, parce que les taux d'intérêt n'ont plus trop de marge pour baisser davantage, au même moment arrive un Joe Biden qui est l'anti-Reagan, qui veut davantage d'impôts, davantage de subventions, qui veut réduire les inégalités, augmenter la réglementation. Et donc, on peut peut-être avoir là un changement majeur sur vraiment des années et des années d'une tendance qui voudrait dire qu'on serait dans un environnement de hausse des taux plus ou moins régulière, mais en tout cas permanente. Et donc, les marchés actions, les marchés financiers en général, rentreraient dans une phase beaucoup moins porteuse qu'ils ont été ces dernières décennies, avec essentiellement un consommateur qui, lui, sera mieux soutenu, si j'ose dire, par réduction des inégalités, par redistribution des richesses via la fiscalité, mais en revanche, un scénario beaucoup plus compliqué pour les marchés financiers. Donc ça, on ne l'exclut pas vraiment. Voilà, donc c'est plus stratégique, hein, mais à court terme, donc probablement une pause dans tous ces bouleversements, parce que les marchés ont bien vu, parce que c'est un peu une évidence en même temps, hein, ont bien vu que dans les prochains mois, il va y avoir de l'inflation et que tout ça doit à minima être reflété un peu dans la rotation sectorielle, hein, qui a été considérable dans les actions, dans la hausse des taux d'intérêt. Très bien, tout ça s'est vu. Donc une pause, à mon avis, dans les marchés sur ce thème-là à court terme, hein, sur quelques mois, avant que les marchés commencent à essayer de trancher sur le fait de savoir si on est dans un phénomène strictement transitoire ou si cette fois, on a véritablement le début d'un changement de paradigme. OK. On termine sur Carmignac Patrimoine, 2-3 minutes sur Carmignac Patrimoine pour nous parler de ce fonds en particulier. D'accord. Alors, ce fonds, c'est d'ailleurs, à l'étranger, certains confondent la société Carmignac et le fonds Carmignac Patrimoine, tellement c'est le navire amiral de la maison depuis sa création. Il a été créé en même temps que l'entreprise. Donc, c'est un fonds global, diversifié, qui porte véritablement ce que je décrivais tout à l'heure dans la culture de la maison, c'est-à-dire l'idée d'être ambitieux en termes de perf à long terme, mais aussi et surtout presque, parce que l'un est la condition de l'autre, de bien traverser les crises et d'être capable de vraiment protéger le patrimoine des clients quand c'est nécessaire. Être certain que tous ces efforts pour faire de la perf à long terme ne sont pas balayés parce qu'il y aura une crise financière. Et ce n'est pas théorique, hein, encore une fois, on en a tous connu des crises et c'est absolument essentiel de tenir les deux bouts de la chaîne dans le fonds Carmignac Patrimoine, c'est-à-dire gérer les risques et être ambitieux sur la performance de long terme. Voilà, donc c'est un fonds qui a très peu de contraintes, hein. Sa seule contrainte, c'est un maximum de 50% d'exposition en actions, mais pour le reste, il investit absolument partout dans le monde, sur tous les instruments possibles et imaginables. Il est géré désormais non plus par Édouard Carmignac, mais par David Holder, le patron de nos actions chez nous, Rose Waba, la patronne des obligataires. Et depuis quelques semaines, on y a rajouté un troisième larron, Keith Ney, qui est un type remarquable, qui a géré Carmignac Sécurité pour nous pendant 10 ans, et qui a cette faculté de raisonner bien au-delà des silos de classes d'actifs, actions, obligations, mais vraiment de raisonner en transversal, de comprendre quand on a une idée, quand on a un thème fort, quelle est la meilleure façon de le jouer, plutôt que simplement avoir deux portefeuilles complètement séparés. Voilà, donc c'est un fonds qui est très important pour nous parce qu'il incarne vraiment la culture de la maison, et donc on est très attaché à ce qu'il délivre l'espèce de promesse, je dirais, qu'il tient pour ses clients, pour nos clients depuis 30 ans. D'accord. Eh bien, écoutez, merci pour cette intervention. Donc, un été qui risque d'être agité, si je vous ai bien entendu, mais pas autant de crainte que ça à long terme, si j'ai bien compris. Ce n'est pas une question de crainte, c'est une question de possible changement de tendance. Et il faudra, de la même manière qu'il fallait capter la tendance des dernières décennies, il faudra être capable d'identifier les prochaines tendances et de s'ajuster si besoin. Très bien. Merci. Merci de votre accueil. Désolé pour le petit glitch technologique au départ.
C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Passez une très bonne soirée, à très bientôt. Vous aussi, à bientôt. Et Au c'est revoir. maintenant au tour de Bruno Zaraya. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bernard. Comment allez-vous Bruno? Écoutez, ça va très bien. Je suis désolé, j'ai malheureusement eu une petite urgence, j'ai dehors, mais j'espère qu'on m'entendra bien et que les éléments seront quand même très clairs pour vos auditeurs. Là, on vous entend très très bien Bruno. Alors, Génial. c'est un plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, je vais juste vous présenter. Vous êtes associé, c'est Ginger AM, une société de gestion française qui a la particularité de n'avoir qu'un seul fonds et d'intervenir sur les marchés européens. Et vous croyez en une seconde poussée haussière de la value. Alors, je vais vous laisser nous dire qu'est-ce que ça veut dire et comment vous y croyez et comment vous voyez les choses. Alors, tout d'abord, vous avez raison. Je crois que vous avez tout résumé, c'est très bien résumé. Et s'il fallait dire une chose, c'est que je pense qu'on va en effet avoir encore une poussée haussière de la value sur les prochaines semaines et les prochains mois. Et qu'en effet, je suis d'accord avec M. Saint-Georges qu'il faudra être vigilant pour peut-être la fin de l'année. Mais à court terme, il y a beaucoup d'éléments qui sont extrêmement favorables dans ce sens-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait maintenant 5 ou 6 ans, pour des raisons que l'on comprend, qui sont normales, entre le Brexit, l'élection de M. Trump, la guerre commerciale avec la Chine, la crainte d'une récession, la pandémie, on a eu du mal à croire en un cycle économique durable mondial. Alors, on a une récession flash l'année dernière organisée par les États. On voit que les chiffres de croissance sont très forts aujourd'hui un peu partout dans le monde, et c'est pour l'instant normal, vu l'argent qui a été investi. Mais quand on regarde sur 10 ans ou 15 ans, il y a aujourd'hui un retard incroyable des valeurs value. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur value? Ce sont des valeurs souvent cycliques, industrielles ou financières, qui ont des décotes importantes et qui, justement, on peut acheter lorsqu'on croit en un cycle économique. Et c'est pour ça que j'ai commencé par là. En fait, les manques de conviction dans le cycle économique ont empêché les acteurs d'acheter la value. Et puis, il y a un autre paramètre important, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit votre précédent interlocuteur, c'est que, en fait, là où c'est difficile pour les investisseurs et pour les économistes, c'est que ça fait maintenant un bon moment que tout est administré. En fait, si vous voulez, les taux aujourd'hui, les taux longs ne reflètent pas la réalité. Ils sont artificiellement bas, mis par les différents banquiers centraux pour permettre aux États de s'endetter pas cher. Le pétrole est administré. L'épargne l'est aussi, puisqu'on a aujourd'hui près de 130 milliards de plus sur le livret A, par exemple, en France. Et ça, c'est des revenus pour les revenus plutôt modestes, moyens. Et ça, c'est de l'argent qui a été épargné. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui peuvent dire que la value a du retard, que ces valeurs-là n'ont pas été achetées. Je vous donne quelques exemples. Sur la partie financière, par exemple, on parlait tout à l'heure d'inflation. Alors, c'est vrai que j'aurais du mal à vous donner le niveau d'inflation à la fin d'année dans 6 mois. En revanche, ce que c'est qu'il y en a, qu'il va y en avoir de plus en plus parce qu'avec tout l'argent qui a été investi, on voit bien qu'aujourd'hui tout augmente. Le prix du fret, par exemple, augmente quand on veut importer de la Chine ou des États-Unis vers l'Europe. Le prix de l'hôtellerie augmente. Le prix des billets d'avion augmente parce qu'il y a moins de compagnies d'aviation et que forcément, il faut pouvoir, comment dirais-je, permettre aux vols d'exister et de rentabiliser les vols. Bref, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une forme d'inflation par la demande aussi. Je ne sais pas comment c'est à Lisbonne, mais il faut vous dire qu'à Paris, pour aujourd'hui réserver une terrasse sur les 3 prochaines semaines, c'est un peu compliqué. Donc, il y a une envie, de toute façon, de vivre, de se faire plaisir et d'avancer. Tous les secteurs n'en profiteront pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un rebond de croissance un peu partout dans le monde qui va perdurer. Et par rapport aux valeurs, par exemple, une valeur financière, elle se paye aujourd'hui au même prix qu'en 2011. C'est-à-dire qu'une valeur comme la Société Générale ou BNP, le prix, après 50% de hausse depuis le début de l'année, c'est le même prix qu'après la guerre, c'est le même prix qu'après la crise des États qu'on a connue en 2011. Donc, un prix plancher. Et pourtant, depuis 2011, les bancaires ont fait quand même de belles restructurations. Une valeur comme BNP va faire 8 milliards de résultats cette année. Donc, on a aujourd'hui des bancaires qui sont très peu chers et qui, pour nous, doivent prendre le relais dans les prochaines semaines. Second acteur, les industriels. Une valeur comme Arcelor, par exemple. Arcelor, vous savez, c'est une valeur qui est dans l'acier. Vous a annoncé il y a 15 jours qu'ils n'ont jamais eu une telle demande depuis 2008. Eux, ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas connu une telle demande dans l'acier et ils arrivent à passer des hausses de prix et des marges de plus en plus importantes. Une valeur comme Valeo. Valeo, vous savez, c'est tout ce qui est dans l'automobile, les essuie-glaces, mais c'est aujourd'hui surtout tout ce qui est batterie, tout ce qui est composants pour les voitures autonomes. Valeo annonce ses plus fortes croissances depuis 5 ans. Valeo, c'est moins 25 depuis le début de l'année. Et Saint-Gobain, pareil dans la construction. Donc, il est clair aujourd'hui qu'il va y avoir des gagnants dans les prochaines semaines qui profitent évidemment pleinement de ces plans de relance. Et donc, à court terme, on doit avoir un rebond important de ces valeurs qui ont rebondi sur un an, mais finalement pas beaucoup plus que les valeurs de croissance. Vous voyez, un L'Oréal, un LVMH font aujourd'hui des performances assez équivalentes avec des Saint-Gobain ou même des Arcelor.
Et pour nous, aujourd'hui, il doit y avoir un décalage parce que la croissance de ces Saint-Gobain, de ces Arcelor est beaucoup plus importante. Il est clair, selon nous, que les taux doivent monter. Alors, aux États-Unis, le chemin a été un petit peu fait. En Europe, pas complètement. Donc, ça aussi, ça doit favoriser les banques. Et puis, au niveau économique, on se rend compte aujourd'hui qu'on a des chiffres qui sont bien meilleurs qu'attendus. Ils vont être, à notre avis, de mieux en mieux. Il y a un point je dirais, à surveiller, c'est l'aspect social, parce que je crois que quand tout le monde profite autant de ces plans de relance, il faut que tout le monde profite aussi de la croissance économique qu'il y a derrière. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des étudiants qui fassent la queue pour avoir des plateaux repas et autres, parce que je crois qu'il faut vraiment que tout le monde en profite, sinon on peut avoir des conflits sociaux importants. Et nous, ça, c'est on le surveille, on ne peut pas prédire ça, mais en tout cas, c'est un point qu'on surveille. Et Après, puis, deux questions quand même. excusez-moi. Sur une valeur comme Arcelor. Donc, première question, vous me répondrez après les deux questions. La première question, c'est que de mémoire, depuis 1 an, elle a dû faire plus que 100%, et depuis 6 mois, elle a dû faire presque 100%. Donc, c'est quand même une valeur sur laquelle il s'est passé des choses. Et tout ce que vous dites, les intervenants de marché en partagent au moins une partie, puisque pour qu'elle monte comme ça, ils l'ont racheté. Ensuite, la deuxième des choses, donc je partage tout à fait votre point de vue sur les craintes sociétales en France. Là-dessus, je n'ai aucun sujet. Maintenant, soyons clairs, même s'il y a 300 000 étudiants qui manifestent dans la France entière, ça ne bougera pas le prix d'Arcelor. Arcelor, c'est le monde entier. Je ne sais pas combien représente la France, mais ça doit représenter assez peu. Donc, on est quand même déconnecté. Et je vous répète, je partage votre crainte sur le côté sociétal en France. Alors, par rapport à ces deux questions, alors Arcelor, pour vous donner une idée, on est descendu à 6 ou 7 euros en avril de l'année dernière. On est à 26 aujourd'hui. La valeur doit faire environ 35-40% depuis le début de l'année. Mais en fait, si vous voulez, et c'est là où c'est la folie, et on en avait parlé déjà l'année dernière à vos auditeurs et éditrices, c'est l'excès qu'il y a eu dans la baisse. Le prix d'Arcelor qui est fou, c'est pas la hausse depuis le début de l'année, c'est d'avoir mis la valeur à 5 ou 6 euros, c'est-à-dire en quasi faillite en avril de l'année dernière, alors qu'il vous dit que tout allait bien. Et aujourd'hui, si vous voulez, pour nous, alors c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est en tout cas c'est par rapport à nos idées à nous. Nous aujourd'hui, Arcelor, ça a la valeur au moins 25 ou 30% plus cher, et assez largement au vu des chiffres qu'ils annoncent et au vu des résultats. Donc ça, c'est un point qui est important. Après, sur l'aspect social, comment vous dire, c'est difficile parce que vous savez, on a une forme de populisme qui s'est installée partout dans le monde. Trump n'a pas gagné aux États-Unis, mais Trump a perdu avec plus de voix qu'il y a 5 ans, qu'il y a 4 ans. Bolsonaro en Brésil est présent. Johnson en Angleterre. Objectivement, sans faire de politique, c'est une catastrophe populiste. On voit il y a beaucoup de mouvements un peu partout. Moi, quand je vois, c'est une affaire un peu atypique, mais quand je vois la famille Tapi qui se fait tabasser par 2 personnes un soir comme ça, c'est des actes violents qu'on voyait un peu moins avant ou qui étaient peut-être moins médiatisés. Au Georges V à Paris, il y a 2 personnes qui ont fait un casse pour voler un bracelet. Il y a des flics partout. Donc, si vous voulez, quelque part, ce sont des signaux qui sont un peu inquiétants en termes de tension, mais qui peuvent très bien se résorber très, très vite si, lorsque tout se réouvre, tout le monde en profite, tout le monde fait un peu pas la fête, mais enfin, tout le monde est capable de pouvoir se faire plaisir et construire sa vie comme il l'entend. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de signaux qui sont favorables. Le problème, c'est que beaucoup d'acteurs, on arrive toujours sur les excès. Vous voyez, par exemple, des Tesla, des Bitcoins ou autres, on arrive à faire des choses un petit peu folles. Nous, on essaie de ne pas suivre ces chemins-là et on pense que sur la value, ce qui compte, vous savez, pour un acheteur et pour un gérant, c'est le prix. Il faut dissocier le prix de la valeur. Parfois, la valeur est très, très chère. On ne peut pas acheter, même si c'est très bien. C'est une belle valeur, mais c'est très cher. Aujourd'hui, nous, sur nos valeurs value, on a des valeurs qui sont peu chères et qui sont très belles. Je veux dire, un Arcelor aujourd'hui n'a rien à voir avec un Arcelor il y a 4 ou 5 ans. À la limite, le seul risque qu'on peut avoir sur un Arcelor, c'est qu'il fasse une grosse acquisition et que le marché ait peur sur du court terme. Mais c'est pour nous le risque qu'on voit à court terme. Et ce qui est marrant, mais je ne pourrais pas vous le montrer comme ça, mais je peux en parler à vos auditeurs, vos auditrices, sur un Arcelor, par exemple, c'est marrant de voir comment les analystes ont revu le cours de la valeur sans arrêt à la hausse. C'est-à-dire que quand c'était à 5 euros, tout le monde priçait la faillite, et aujourd'hui, tout le monde la voit entre 32 et 33 euros. Donc, si vous voulez, on voit qu'il y a un rééquilibrage qui est fait sur la cote d'amour de ces valeurs et sur l'attractivité de ces valeurs. Elles ont très bien marché depuis le début de l'année pour la plupart d'entre elles. Nous, pour vous donner une idée, on a un petit peu allégé la partie industrielle qui avait fait des très, très beaux rebonds. Donc, on a un peu allégé, par exemple, oui, un exemple, on avait allégé Infineon, par exemple, en Allemagne, et c'est une valeur qui fait des semi-conducteurs, et notamment beaucoup pour les voitures autonomes. On avait atteint des prix qui nous paraissaient attractifs, et sur les résultats qu'on a vus la semaine dernière, il y a 15 jours, qui sont incroyables, ben on s'est dit qu'on a peut-être fait une erreur et qu'il faut peut-être la racheter à nouveau parce que finalement, les objectifs sont beaucoup plus élevés. Donc, en fait, on a des valeurs qui profitent de croissance exceptionnelle, alors, tout a un prix, bien sûr, hein. On irait du mal à acheter du Apple ou du Tesla aujourd'hui. En tout cas, nous, on est européens. Mais en tout cas, sur la France et sur l'Europe particulièrement, sur la value, il y a des écarts de valorisation par rapport aux États-Unis qui sont flagrantes et il y a des écarts par rapport à la croissance qui sont monstrueuses. Et donc, pour aller dans le sens du précédent intervenant, je dirais qu'en effet, les marchés sur 3-4 mois
peuvent faire entre 0 et 3%. Nous, on les voit plutôt flat aussi. En revanche, à l'intérieur du marché, je pense que vous allez assister encore à des fortes rotations avec des valeurs qui pourraient faire entre 15 et 20 et d'autres entre moins 5 et moins 6. Comme Et celles alors, qui sont… et je vous interromps encore une fois parce que Non, bien sûr, excusez-moi. vous avez cité Arcelor et vous avez aussi cité Valeo. Alors, le Oui. parcours de Valeo, il est bien différent du parcours d'Arcelor. Là aussi, Oui. les résultats ont été publiés par la société. Ils sont plutôt bons. Ils ne sont pas incroyables, mais ils sont plutôt bons. Et par contre, sur la dernière année, on doit être en légère hausse et sur les 6 derniers mois, on doit être en baisse sur Valeo. Alors, Valeo, c'est une valeur un petit peu atypique parce que d'abord, elle est plus petite. Parce qu'en plus, il y a pas mal de gens qui étaient short sur Valeo. Et face à ça, cela dit, il y a la Caisse des dépôts française qui est rentrée au capital de Valeo à hauteur, je crois, de 12%, entre 10 et 12%. Donc, on a quand même un soutien qui est l'État. Valeo a fait un parcours extrêmement intéressant parce que Valeo a touché 9 € en avril dernier pour finir l'année autour des 27. Donc là aussi, on avait un parcours assez incroyable sur l'année 2020. Et c'est vrai qu'on avait bien commencé 2021 et depuis, la valeur a dû perdre entre 15 et 20% de façon complètement anormale. Je crois que Valeo doit être autour de 27 aujourd'hui. Là aussi, un cours entre 33 et 35 serait complètement, je pense, normal au vu des fondamentaux et des annonces de l'entreprise. Après, il y a une petite cote de désamour qui est liée à deux raisons. La première, c'est entre guillemets la crise des puces. C'est vrai qu'au niveau mondial, vous savez qu'il y a ce problème des puces pour les voitures qui fait dire qu'on aura du retard dans la production parce qu'il y a une pénurie. Donc là, Valeo a bien communiqué en disant que c'était un faux problème pour eux, mais les gens ont peur, un petit peu comme sur pas mal de valeurs automobiles. Et puis, on est sur une valeur qui est plus petite et où finalement, les rattrapages seront beaucoup plus violents. Quand on échangeait une fois, on avait comparé ensemble, enfin, vous l'avez comparé à Saint-Gobain, c'était d'abord une très bonne comparaison. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup aimé Saint-Gobain très longtemps. On est plutôt sur les prix aujourd'hui de vente de Saint-Gobain, mais néanmoins, Valeo est un peu pareil, sauf que le parcours sera beaucoup plus violent, beaucoup plus rapide, parce que les volumes sont beaucoup plus faibles. Valeo, c'est une boîte qui doit faire entre 8 et 9 milliards de capi, donc c'est beaucoup, mais ça reste une petite entreprise par rapport à des Saint-Gobain ou même par rapport à des Schneider ou des Michelin. Et donc, quelque part, on peut très bien faire 25% sur Valeo en 3 semaines. Rien n'est impossible. Et aujourd'hui, nous, on a confiance sur les annonces qu'ils font. Ils annoncent non seulement une surperformance du marché sur les ventes et sur le chiffre d'affaires, mais aussi des marges qui seraient dans la fourchette haute par rapport à une période de 5 ans, ce qui placerait Valeo très, très au-dessus des prix d'aujourd'hui. Très bien. Écoutez, on va voir. Voilà. Écoutez, rendez-vous quand vous voulez. On a entendu aujourd'hui trois sociétés de gestion différentes. Donc, David Calfon qui a parlé le premier pour Senso, qui est dans la prudence, qui nous a rappelé le célèbre adage du mois de mai dans lequel il vaut mieux pas trop être sur les marchés. Didier Saint-Georges qui, lui, s'attend à des perturbations et à des choses plus compliquées du fait de la hausse des taux. Vous qui êtes aussi prudent, plutôt neutre, mais qui pensez qu'il va y avoir de la rotation sectorielle et que donc le stock picking, en allant chercher ces valeurs un peu oubliées et un peu en désamour, devrait réserver de belles surprises dans un marché qui pourrait être neutre, voire légèrement baissier, c'est ça? Tout à fait. Nous, on pense qu'aujourd'hui, le marché pourrait se maintenir sur ces niveaux-là, avec en revanche, à l'intérieur du marché, des sous-ensembles qui pourraient faire des performances comprises entre 20 et 25%. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Un beau ciel bleu derrière vous, donc profitez de ce ciel bleu. Et juste une question, vous avez réussi à trouver une terrasse pour les 3 prochaines semaines? Non, mais moi, vous savez, je suis un bon vivant, je cuisine bien, je vais me débrouiller. D'accord. OK. Allez, très bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée, Bernard. Au revoir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est maintenant au tour de Julien Milinkiewicz et de Maël Toledano pour leur série sur l'impatriation. Donc, Julien et Maël, remettez vos micros. Alors, il y a un Larsen, donc quelqu'un doit avoir allumé 2 appareils. Bon. Maël? C'était chez Julien, mais c'est bon. OK, c'est super. Voilà, bravo Maël, c'est comme ça qu'on balance les copains. Alors, Julien et Maël, aujourd'hui, c'est la Suisse, c'est ça? Tout à fait, Bernard. Aujourd'hui, nous allons parler de la Suisse. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nos amis suisses et à quelle sauce on est mangé si on décide d'aller s'y installer? Alors aujourd'hui, justement, nous continuons notre voyage à travers l'Europe avec une destination qui fait souvent rêver. La Suisse avec ses lacs, ses montagnes, ses banques. La Suisse me semble être d'ailleurs à l'origine du système du forfait fiscal. On en a parlé dans les différents pays et les différents régimes que nous avons présentés depuis le début de cette aventure. Et donc, on arrive à la source. Finalement, aujourd'hui, on rejoint le marché suisse. Le marché suisse qui a une particularité, et le forfait en particulier qui a une particularité, c'est qu'il résulte dans le fait qu'il est calculé en fonction de la dépense.
Mais je propose de passer tout de suite la parole à Julien pour qu'il nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Oui, bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Effectivement, on arrive au bout de notre tour d'horizon des différents régimes liés aux impatriations fiscales. Et moi, je les classifie, ces pays, en deux grandes catégories. Les pays qui se sont mis très récemment sur les régimes sur l'impatriation, le but étant toujours d'attirer une clientèle fortunée. C'est le cas du Portugal, c'est le cas d'Israël dont on a parlé le mois dernier. Et puis la Suisse, c'est vraiment une tradition, parce que la Suisse, c'est un des premiers pays qui, dès 1862, a mis en place cette imposition à forfait, le but étant d'encourager les riches touristes à rester plus longtemps sur les rives du lac Léman. C'est donc un outil essentiel pour la promotion de l'économie en Suisse, et effectivement, on ne compte plus le nombre de riches héritiers de familles industrielles françaises, d'artistes ou de pilotes de Formule 1 qui se sont installés depuis des décennies dans le pays des montagnes et du chocolat. Donc, l'imposition à la dépense en Suisse, cette imposition au forfait, ça va permettre aux contribuables de déterminer à l'avance les bases de calcul de son impôt sur le revenu directement avec les autorités fiscales. Donc, le contribuable qui est installé en Suisse va aller négocier avec les autorités fiscales helvétiques pour déterminer le montant de l'assiette imposable sur lequel sera chargé son impôt suisse. Et ça dépend de plusieurs conditions. Et justement, particulièrement en Suisse, quelles sont les conditions, cher Julien? Les conditions, c'est déjà de ne pas avoir la nationalité suisse. Effectivement, l'imposition au forfait n'est pas ouverte aux ressortissants helvétiques. C'est s'établir en Suisse pour la première fois ou avoir vécu hors de Suisse depuis 10 ans. Et troisième condition, qui est une des conditions cardinales, c'est de ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. Si vous respectez ces trois conditions, le fait de ne pas être ressortissant suisse, de s'établir en Suisse pour la première fois ou après un exil de 10 ans et de ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse, vous pouvez bénéficier et vous pouvez aller négocier auprès de votre receveur des impôts préféré pour bénéficier de l'imposition au forfait ou de l'imposition à la dépense. Très bien. Vous allez voir que la Suisse, c'est un petit peu particulier, puisque les montants en jeu sont complètement différents de ce qu'on a pu vous présenter jusque-là. Au-delà des montants, c'est surtout la logique qui est complètement différente. Dans les autres pays qu'on a visités jusque-là sur les derniers mois, on était sur des pays où l'attrait se faisait essentiellement sur le taux. Là, au niveau suisse, vous êtes sur un attrait qui se fait au niveau de l'assiette. C'est-à-dire que l'impôt est calculé sur une assiette qui est déterminée d'après les coûts liés au train de vie du contribuable, d'après la dépense du contribuable, d'après ses dépenses de logement, d'après ses dépenses de loisirs, d'après ses dépenses de personnel. C'est tout ça qui va être pris en compte par les autorités fiscales helvétiques pour déterminer l'assiette imposable sur laquelle va être chargé le taux d'impôt. Le taux d'impôt, il va être le même que pour un ressortissant helvétique au rôle dit ordinaire, un Suisse qui exerce une activité lucrative en Suisse, mais c'est véritablement la logique qui est différente, puisque l'avantage, il va se faire au niveau de l'assiette qui va être directement négociée entre le contribuable et l'administration fiscale. C'est l'ensemble des dépenses ou, par défaut, c'est par exemple 7 fois le loyer annuel ou la valeur locative du bien que vous occupez en Suisse. Vous occupez un bien en Suisse, vous êtes propriétaire, l'assiette imposable sur lequel va être chargé votre impôt va être déterminée à partir de 7 fois la valeur du loyer annuel fictif, si vous êtes propriétaire de votre bien. C'est ça vraiment qui fait la grande différence. Et sur le reste, rien du tout. Sur le reste, rien du tout, à partir de... En réalité, vous avez deux types, parce que le système du forfait, c'est quand même, comme dans tous les pays qui pratiquent un peu de dumping fiscal, il a été régulièrement challengé. Vous allez avoir sur vos revenus helvétiques, si vous avez de l'investissement immobilier en Suisse, si vous avez des valeurs suisses, vous allez avoir un calcul de contrôle d'impôt qui va se faire. Donc, vous allez payer un impôt sur tous vos revenus qui proviennent de l'étranger. Et essentiellement, il est vrai que la clientèle ultra qui s'installe en Suisse, essentiellement, va tirer son activité, va tirer ses revenus de l'étranger, revenus patrimoniaux ou autres. Vous serez exclusivement imposé au forfait sur les revenus qui proviennent de l'étranger, côté suisse, éventuellement sur les maigres revenus que vous avez et qui sont générés par la Suisse. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faut pas travailler en Suisse. Et aujourd'hui, vous nous parlez de maigres revenus.
on a quand même le droit de travailler ou on n'a absolument pas le droit de travailler? C'est là effectivement toute la difficulté, c'est cette notion d'activité lucrative. Vous avez raison, Bernard. L'activité lucrative, aujourd'hui, on l'a bien vu, et encore plus sur les derniers mois, avec le développement du télétravail suite au confinement, suite à la crise sanitaire, effectivement, vous pouvez travailler aujourd'hui avec les moyens de transport et les moyens d'informatique, vous pouvez travailler des quatre coins du globe. Donc, effectivement, cette notion d'activité lucrative, c'est un point cardinal et qui fait l'objet d'un véritable contrôle assez strict par les autorités fiscales suisses. Vous avez une tolérance pour certaines activités, par exemple, tout ce qui est activité relative à la gestion de votre patrimoine, à la gestion de votre fortune, n'est pas considéré comme une activité dite lucrative. Si vous avez des revenus passifs suite à de l'immobilier que vous avez en location en Suisse, vous ne serez pas considéré comme ayant une activité lucrative. Néanmoins, vous paierez de l'impôt suisse sur ces revenus immobiliers. Par contre, si vous êtes mandataire social, si vous avez une activité salariée ou si vous êtes profession libérale installée en Suisse, là, vous ne respecterez pas la troisième condition et vous ne pourrez pas bénéficier de l'imposition à forfait, du régime d'imposition à forfait. Il faut quand même savoir que le seuil d'entrée pour bénéficier du forfait, aujourd'hui, ça vise une clientèle dont le patrimoine est supérieur à 20 millions d'euros. Effectivement, puisque le forfait fiscal, c'est quand même particulièrement rétréci. En tout cas, les conditions ont été particulièrement resserrées depuis 2016 sur la Suisse. Désormais, comme je le disais, on calcule d'après la dépense du contribuable et par défaut, sur 7 fois le loyer annuel ou la valeur locative du bien que vous détenez. Néanmoins, dans toutes les hypothèses, il y aura un minimum d'assiette au niveau fédéral qui sera de l'ordre de 400 000 euros. Je ne parle pas d'impôt, je parle de l'assiette sur lequel va être chargé le montant, les barèmes suisses. Et ce montant d'assiette minimum, il est désormais à 400 000 euros, chargé à l'impôt sur le revenu ordinaire suisse, tout en sachant que, contrairement aux idées reçues, en Suisse, le ressortissant suisse ou celui qui exerce une activité lucrative en Suisse paye quand même un impôt qui n'est pas neutre, puisque suivant les cantons, on peut monter jusqu'à une tranche marginale d'imposition à 43%. D'accord. Et ce montant à 400 000 euros, donc 400 000 euros, c'est un petit peu plus, ça doit être 450 000 francs suisses, quelque chose comme ça. C'est nouveau. Avant, c'était combien? Avant, c'était beaucoup moins. Il y a eu une volonté un flight to the rich people ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est un petit peu ce qu'on retrouve, c'est des débats qu'on retrouve sur l'Italie ou qu'on retrouve plus récemment avec le régime RNH au Portugal. C'est un principe d'équité fiscale, c'est cette fameuse ligne de crête dont on a déjà parlé, entre d'un côté attirer la clientèle fortunée pour qu'elle investisse, pour qu'elle consomme en Suisse ou ailleurs, hein, et puis de l'autre, respecter cette justice fiscale, surtout par les temps qui courent. Donc, auparavant, je n'ai pas les seuls en tête, mais le forfait fiscal pouvait bénéficier à une clientèle beaucoup moins fortunée qu'elle est aujourd'hui. Et les autorités fiscales également le donnaient, on va dire, beaucoup plus aisément, puisqu'il ne faut pas oublier que pour obtenir le forfait fiscal, au-delà des 3 conditions que j'ai évoquées, il faut aller en négociation, faire une demande, faire une requête spontanée auprès de l'administration fiscale suisse pour qu'ils étudient votre dossier et qu'ils acceptent que vous rentriez dans le cadre de l'imposition à forfait. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de cantons avaient envisagé de le supprimer. D'ailleurs, certains cantons, le canton de Zurich par exemple, les cantons de Bâle ont supprimé le régime à forfait. Donc Bernard, si vous voulez vous installer en Suisse pour bénéficier de l'imposition forfaitaire, il ne faut pas aller à Bâle, il ne faut pas aller à Zurich, préférez plutôt le canton de Vaud où là, effectivement, vous pourrez encore bénéficier du régime à forfait. Le but, effectivement, alors, tout ça s'est fait en Suisse, hein, donc de manière tout à fait consensuelle. Les conditions ont été plus restrictives, les conditions sont plus sévères, mais pour l'instant, la Confédération veut continuer à promouvoir le forfait fiscal sans trop le dire très fort, puisqu'elle sait bien que c'est quand même un outil de promotion économique important pour elle. Ouais, il y a des points. Allez-y, Bernard, pardon. Je vous interromps. Il y a toujours un flux positif vers la Suisse de gens qui arrivent? Vous avez, effectivement, on a encore de la clientèle, nous on le voit avec Maël au quotidien, la clientèle suisse au forfait, c'est quand même une clientèle qu'on rencontre, donc vous avez quand même des clients, des prospects qui sont intéressés par se délocaliser en Suisse pour bénéficier de l'imposition à forfait. Néanmoins, effectivement, on est très clair en disant, comme je vous le disais, la Suisse donne les forfaits de manière beaucoup plus restrictive que certaines années.
que des années précédentes. Puis effectivement, si une personne qui, il y a une dizaine d'années, à partir de 10 ou 15 millions d'euros, pouvait bénéficier de l'imposition à forfait et il était pour elle avantageuse de se délocaliser en Suisse, aujourd'hui, après étude, on voit qu'à partir d'une vingtaine de millions d'euros, il faut à minima une vingtaine de millions d'euros pour pouvoir bénéficier du régime à forfait. Et puis, au-delà, mais là, on est plus largement, c'est au-delà de l'aspect fiscal, s'installer en Suisse, on en est tous conscients, s'installer en Suisse, c'est s'installer dans un pays qui est également où la vie quotidienne, le coût de l'immobilier est particulièrement cher. Donc, pour la personne qui veut s'installer en Suisse pour des questions fiscales, vous devez mettre dans la balance le patrimoine que vous avez, la chance que les autorités fiscales suisses vous accordent le forfait. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir ce forfait fiscal suisse par rapport à ce que je paye, par exemple, en France? Est-ce qu'il y a vraiment un gap significatif, tout en mettant également dans le balancier le coût de ma vie quotidienne en Suisse? Moi, je dirais que c'était passé un peu de mode le forfait en Suisse, alors pour les différentes raisons que Julien a évoquées, mais je trouve qu'il y a un vrai retour en grâce. Il y a de plus en plus de demandes. Alors les gens, les fortunés, les clients fortunés ont de plus en plus peur de l'Europe, et c'est vrai que la Suisse, c'est à côté, on parle français, et c'est quand même un pays qui n'est pas désagréable à vivre. Donc je trouve qu'il y a un vrai retour en grâce du forfaitaire en Suisse. Donc, un retour en grâce pour les fortunes françaises ou un retour en grâce pour les fortunes mondiales? Les fortunes mondiales, alors pour ce qui nous concerne, en ce qui concerne les Français, il y a quand même de plus en plus, moi je trouve que c'est revenu un peu à la mode d'aller s'installer au forfait en Suisse. Je dirais que le Portugal était très à la mode, il y a eu énormément de délocalisations au Portugal, ce qui a fait du tort forcément à la Suisse, et surtout l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui a fait le plus de tort pour moi à la Suisse. L'Angleterre, il y a eu le Brexit, c'est moins avantageux d'aller en Angleterre, ils ont renié un petit peu tous les avantages, et je dirais que la Suisse, finalement, s'y retrouve. D'accord. Vous partagez, Julien, cet avis? Effectivement, c'est vrai qu'on a, suite à la sortie, suite au Brexit, on a quand même pas mal d'interrogations des familles fortunées de quitter l'Angleterre pour partir, pourquoi pas, du côté suisse. Ensuite, au-delà du forfait fiscal qui est donné de manière beaucoup plus restrictive, pour le ressortissant français, il y a un certain nombre de points d'attention quand vous vous installez en Suisse. Il y a effectivement le coût de la vie quotidienne, on en a parlé. Il y a la tentative régulière de remise en cause du forfait dans certains cantons, avec certains cantons, je vous l'ai dit, qui l'ont supprimé. Et puis surtout, pour le ressortissant français qui s'installe en Suisse, mais qui laisse son patrimoine en France, ou tout simplement ses enfants en France, qui résident en France, il ne faut pas oublier que vous n'avez plus de convention fiscale entre la France et la Suisse au niveau des successions. Elle a été supprimée il y a quelques années, elle n'a jamais été renégociée pour le moment. Donc, quand bien même vous n'avez quasiment pas de droit de succession en Suisse, c'est au niveau cantonal, c'est à des taux extrêmement faibles, très très marginal. Si vos enfants résident en France ou si votre patrimoine est en France, vous décédez en Suisse, vous serez exonéré côté suisse, mais par contre, vos enfants paieront les droits de succession à taux plein, 45%, ne l'oublions pas, en ligne directe. Donc, lorsque vous vous installez en Suisse, il y a aussi tout un audit et toute une réflexion patrimoniale à mener. Très bien. Ben voilà, il ne reste plus qu'à ceux qui en ont l'envie et les moyens d'aller s'installer en Suisse. Je dirais, moi, en conclusion, si vous me le permettez, malgré les votations régulières, vous savez qu'en Suisse, ce sont les habitants qui définissent les lois via des votations. Donc, malgré les votations régulières qui visent à diminuer le nombre de forfaitaires, certains cantons résistent. Et je dirais que pour les Français qui se délocalisent au forfait en Suisse, il n'y a rien de mieux que l'assurance vie. Alors, il y a peu de compagnies qui sont capables de vous accompagner, mais l'assurance vie, elle a deux avantages. Dans un premier temps, vous pouvez limiter les droits de succession parce qu'il n'y a plus de convention fiscale entre la France et la Suisse. Et dans un deuxième temps, vous savez que nos amis suisses sont très friands d'actions suisses, donc des Nestlé, des Roche, des Geberit, etc. Quand vous êtes au forfait fiscal, vous êtes limité en quantité d'actions suisses dans vos portefeuilles. Via l'assurance vie, cette limite disparaît. Eh bien, bravo. Et si vous voulez une assurance vie pour la Suisse, vous appelez Maël de chez Wellins et il s'occupera de vous aux petits oignons, comme on dit. Merci beaucoup, Maël. Merci beaucoup, Julien, pour ce partage d'expérience et pour avoir clôturé cette série sur l'impatriation. On y reviendra probablement l'année prochaine avec peut-être d'autres pays, d'autres intérêts, des changements et des innovations. C'est maintenant au tour de Marc Toiti qui nous a rejoints. Une fois n'est pas coutume, Marc Toiti va clôturer cette émission. Il va nous accompagner jusqu'à la fin, jusqu'au gong final. Bonsoir Marc. Bonsoir Bernard, bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Tout va bien? Ça va parfaitement Très bien, tout va bien, voilà.
Donc, Non, il faut. Bruno Zaraya nous disait tout à l'heure que c'est pratiquement impossible de réserver une place en terrasse à Paris dans les 3 prochaines semaines, que tout est complet, Est-ce que vous avez Ouais, c'est réussi bien. à vous réserver une place? Avez-vous une place Oui, en moi, terrasse? bon. Ben, moi, comme je voyage, j'ai déjà mangé en terrasse et dans des restaurants, pour tout vous dire. Mais donc, Donc, vous laissez ça va, la j'ai pas place trop aux autres envie, pour le début. notamment au Portugal. Voilà, je leur laisse aux Français qui n'ont pas pu bouger. Nous, on a la chance de voyager. C'est dur de voyager parce qu'il faut faire les tests PCR, etc. Mais bon, alors moi, j'ai déjà mangé en terrasse et dans les restaurants, donc je vais laisser ma place, il n'y a pas de problème. D'accord. Bah, écoutez, c'est très gentil. Pour les Parisiens et les Français. Mais Ouais, bon. ben moi, je vais suivre votre conseil parce que moi aussi, je voyage au Portugal, en Espagne, où c'est déjà ouvert. Et donc, je vais Voilà, laisser ma exactement. place pour les 3 prochaines semaines. Et après, je reprendrai ma bonne et juste place. Alors, avant de Attention quand même commencer, au mauvais temps, parce que s'il pleut, ça va être compliqué d'être en terrasse. Hein, mais bon, ça, c'est un autre je problème. crois qu'avec tout ce qu'on a subi, je pense que les gens sont prêts à affronter le mauvais temps. Alors, D'accord. avant de commencer le panorama de l'économie et d'aller dans des choses plus traditionnelles, dans mon édito, je parlais de la fin du libéralisme et du retour d'un capitalisme dirigiste. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Est-ce que c'est quelque chose que vous entrevoyez ou alors pas du tout? Vous êtes sur des sujets différents. Alors oui, moi, disons que pour moi, le libéralisme, l'ultralibéralisme n'a jamais existé. Hein. Je veux dire, enfin, du moins, depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein. Vous savez que quand on me dit que la France est un pays libéral, je veux dire, ça n'a pas de sens. Hein. Je vous rappelle que la part des dépenses publiques en France est 62% du PIB. Où est le libéralisme là-dedans? Est-ce que je veux dire? Et tant mieux d'ailleurs, hein, il ne faut peut-être pas dans 62, c'est un petit peu beaucoup, mais je veux dire, si on prend la moyenne de la zone euro, si on prend l'Allemagne, par exemple, on est à 50%, il y a un effet évidemment Corona qui a joué. Avant la pandémie, on était à 45% en Allemagne. La moyenne de l'OCDE, c'est entre 40 et 47%. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Parce que je veux dire, donc dire que nous sommes des pays affreusement ultralibéral ou néolibéral, c'est du marketing. Moi, en tout cas, à mon sens, ça ne veut rien dire. On a toujours eu un État qui a été, et d'ailleurs, heureusement, hein, je vous rappelle qu'en France, si on n'avait pas la redistribution, on aurait un taux de pauvreté de 24%. Alors, il est déjà de 14%, ce qui est beaucoup. Mais si on n'avait pas la redistribution, c'est 24% de taux de pauvreté. Donc vous voyez que l'État a quand même bien sûr son rôle à jouer dans l'économie. Le problème, c'est quand il va trop loin et quand enfin, entre guillemets, il est empêcheur de tourner en rond, alors là, ça peut être particulièrement dangereux. Et puis bon, le vrai enjeu, c'est également au niveau mondial. Hein. Vous parlez tout à l'heure de la Suisse. Hein, comme on vit dans un monde qui est complètement ouvert finalement, le danger, c'est que quand on a une pression fiscale qui monte trop, parce que ne n'oublions pas, hein, pour qu'il y ait autant de dépenses publiques, il faut qu'il y ait énormément d'impôts. Et nous, la France, par exemple, nous sommes numéro 1 mondial des impôts, donc ce n'est pas rien. Et donc, dans un monde ouvert, évidemment, ça peut inciter certaines personnes, justement, à s'exiler d'un point de vue fiscal. Et donc, finalement, à la fin, on n'a rien gagné du tout. Donc, c'est là où aujourd'hui l'enjeu, oui, sur une fiscalité peut-être harmonisée, ça serait pas mal, déjà dans la zone euro, mais plutôt par le bas, pas évidemment par le haut. Sinon, évidemment, on n'y arrivera jamais. On ne pourra jamais contraindre l'Irlande d'avoir un taux d'imposition comme on a en France, et d'ailleurs, tant mieux. Donc, c'est là un petit peu où je pense que c'est un faux débat, entre guillemets. Il faut, je dirais, moi, ce qui me gêne dans l'aspect libéralisme, enfin, dans la réduction du libéralisme, c'est surtout la réduction de la liberté. Quand on dit libéralisme, c'est surtout la liberté le vrai enjeu. Moi, ce que je crains pour les années à venir, hein, c'est l'objet du reset, hein, le bad reset, le mauvais reset, c'est que justement, on ait une réduction de nos libertés, que cette après-crise, elle soit un petit peu liberticide, comme a été la crise, et ça, c'est un petit peu dangereux. Donc oui, le dirigisme n'est jamais très bon. Donc ça, c'est par contre, si effectivement l'État intervient de plus en plus, encore plus, j'ai envie de dire, dans notre vie, alors ça, c'est dangereux. Mais dire qu'on va devenir, je dirais, on va passer d'un pays libéral à un pays non libéral, on n'a jamais été libéral hein, depuis la Seconde Guerre mondiale, donc et tant mieux d'ailleurs, encore une fois. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce dirigisme m'inquiète. Ce dirigisme étatique m'inquiète parce qu'on sait très bien que l'État n'est pas un modèle d'efficacité économique, hein, surtout en France, sinon on le saurait depuis longtemps et puis ça aurait produit ses effets. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a cette fuite en avant d'augmentation des dettes publiques qui ne s'arrête pas finalement parce que c'est les banques centrales qui achètent. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que les banques centrales vont arrêter tout ça. Et c'est bon, peut-être on va en parler, c'est le thème de la semaine, je pense, c'est l'inflation qui est de retour et donc qui va imposer aux banques centrales d'arrêter leur politique monétaire ultra accommodante et donc de facto, eh bien, on ne pourra plus laisser la dette publique filer comme ça. Donc le quoi qu'il en coûte, si cher à notre Emmanuel Macron, évidemment, il va commencer à nous coûter très cher. Alors justement, revenons sur ce sujet des banques centrales.
expliquez-nous un peu le mécanisme du pourquoi elles vont devoir arrêter cette politique accommodante. Dans ces politiques accommodantes, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs manières d'utiliser. Comment vous voyez ces arrêts progressifs et à votre avis, elles vont commencer par arrêter quoi? Elles vont préserver quoi? Quels effets techniques ça peut avoir sur l'inflation? Bon, essayons d'être très simples, très schématiques et de bien expliquer tout ça. Alors déjà, très clairement, pourquoi? La réponse, elle est simple. C'est que quand on avait effectivement une récession mondiale, une croissance négative ou zéro dans le meilleur des cas, qu'on n'avait pas d'inflation, qu'il y avait même de la déflation. Donc là, c'était dans le rôle des banques centrales d'aider la machine, donc de baisser les taux d'intérêt, de faire de la planche à billets. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, aujourd'hui, j'ai envie de dire heureusement, c'est pas trop tôt, eh bien ça y est, la croissance revient. Au niveau mondial, on va avoir 5,2% de croissance mondiale cette année, minimum. Aux États-Unis, on va avoir peut-être 6%. Alors, je ne parle même pas de la Chine, on sera entre 8 et 9. Et peut-être même en France, on va retrouver les 5% de croissance. Et surtout, donc ça veut dire que l'argument qui est de dire je mets mes taux d'intérêt à zéro parce qu'il n'y a pas de croissance, cet argument ne vaut plus. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Deuxième argument, l'inflation. Avant, il y avait de la déflation, c'est-à-dire qu'on avait une baisse annuelle donc, des prix à la consommation. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, mais c'est pire que ça. C'est une flambée inflationniste. C'est-à-dire qu'on a eu le dernier chiffre aux États-Unis, donc 4,2% d'inflation donc au mois d'avril. Ça, c'est les prix à la consommation. Si on regarde maintenant, donc c'est un plus haut depuis 2008, donc avant la crise d'avant finalement, avant la crise de Lehman Brothers, des subprimes. Et si on regarde les prix à la production, là on est à 6,2% d'augmentation. Là aussi, on est sur des sommets. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas un épiphénomène, c'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter sur un mois. L'inflation va rester sur des niveaux élevés. Bien sûr aux États-Unis, puis également en Europe. Il y a toujours un petit décalage de 3 à 4 mois, parce que nous, on n'est pas encore sorti de la crise, mais ça va évidemment arriver. Moi, ce qui m'a le plus inquiété dans les chiffres de l'inflation du mois d'avril, c'est que, je l'ai évoqué ici même il y a déjà quelques mois, même j'étais l'un des premiers à dire attention, l'inflation va revenir. Pourquoi? Parce que les prix des matières premières augmentent. Les cours des matières premières augmentent au niveau international. C'est très simple, c'est l'offre et la demande. On a donc la demande qui augmente parce que la croissance mondiale augmente, alors que l'offre elle est particulièrement basse. Donc c'est mécanique finalement et toutes les matières premières aujourd'hui augmentent. Si on prend l'indice CRB de toutes les matières premières aujourd'hui, on est sur une hausse depuis avril de l'année dernière de 92%. Donc ça, oui, ce n'est pas encore dans les prix à la consommation, ça va arriver. Donc c'est vrai qu'on aurait pu se dire, bon attendez, cette inflation, ce n'est pas méchant, elle est liée uniquement à l'énergie. Eh bien pas du tout. Ça, c'est la vraie mauvaise surprise des chiffres du mois d'avril, aux États-Unis notamment, c'est que hors énergie et produits alimentaires, on a ce qu'on appelle le core CPI, pour ceux qui connaissent, donc l'énergie, donc l'inflation sous-jacente en français. Donc cette inflation hors énergie et produits alimentaires, tenez-vous bien, elle est actuellement de 3% aux États-Unis. Et c'est un plus haut depuis 1995. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire, on a connu cette période, Bernard, vous et moi, et d'autres également, bien sûr. C'était en 95, il y avait encore des vrais chiffres d'inflation. C'est-à-dire, là, il y avait des risques inflationnistes. Je rappelle qu'en 94, on avait eu un crack obligataire parce que justement l'inflation augmentait fortement. Donc, c'est vrai que toute cette génération, depuis les années 2000, finalement, n'a pas connu de vraie inflation. Il y a eu un petit peu, effectivement, en 2008 avec l'augmentation des prix des matières premières, mais hors énergie, il n'y avait pas beaucoup d'inflation. Là, la différence, c'est qu'on a effectivement de l'inflation également hors énergie et produits alimentaires. Donc, c'est là où les banques centrales n'ont plus d'argument pour maintenir effectivement leur politique monétaire ultra accommodante. Donc, pour répondre à votre question, comment ça va se passer? Alors là, aujourd'hui, on l'a vu, elles calment le jeu. Elles essaient de dire non, mais attendez, tout va bien, c'est sous contrôle. Bon, c'est normal, elles sont dans leur rôle, elles ne veulent pas montrer qu'elles sont en train de paniquer. Le problème, c'est qu'elles vont d'abord procéder par étapes. D'abord, elles vont limiter leur planche à billets, c'est-à-dire elles vont limiter leur achat de dette publique. C'est ce qui fait que d'ailleurs, les taux d'intérêt des dettes publiques, aujourd'hui, le cas de la France par exemple, commence à augmenter. Donc c'est tout à fait logique. Ça, c'est dans un premier temps. Et donc c'est déjà pas mal parce que les taux d'intérêt à long terme, effectivement, vont continuer d'augmenter. Et si ça ne suffit pas, c'est-à-dire que si l'inflation continue d'augmenter, je ne crois pas à une inflation à 10%, bien sûr, mais si on reste, si vous voulez, durablement au-dessus des 2, je vous rappelle que l'objectif de la Réserve fédérale, c'est 2%. Donc là, on est à 4,2. Donc si on reste durablement au-dessus des 2%, et ça va évidemment le faire. Mais si on reste durablement, alors là, autour des 3%, alors là, on va devoir passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire, une fois qu'on a stoppé effectivement la planche à billets, eh bien, on va devoir commencer à augmenter les taux d'intérêt directeurs. Alors, pas encore chez nous
la BCE, d'accord, je l'ai évoqué, on a encore du retard, mais du côté américain, on l'a vu, hein, même Janet Yellen, qui était l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, qui est maintenant donc ministre de l'économie, un secrétaire d'État au Trésor aux États-Unis, elle dit il va falloir peut-être commencer à songer à augmenter les taux d'intérêt. Alors après, elle s'est rétractée évidemment, mais tout de même, là, il y a un gros problème, si vous voulez, de crédibilité. Donc les banques centrales, elles sont obligées de, même d'un point de vue symbolique, et d'augmenter un petit peu les taux directeurs, je pense, d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est vrai que ce n'était pas du tout dans les marchés. On voyait une phase de statu quo monétaire pendant encore, je dirais, 1 ou 2 ans. Et là, évidemment, ça ne va pas être le cas. Bien entendu, ça suppose qu'il n'y a pas de nouvelles pandémies, qu'il n'y a pas de nouvelles crises, etc. Et on le souhaite tous, bien entendu. Donc, c'est là où, effectivement, on va augmenter les taux d'intérêt. Et à partir de là, il va y avoir une répercussion sur les taux d'intérêt des obligations d'État, qui a d'ailleurs déjà commencé. C'est là où le château de cartes s'écroule. Parce que si, effectivement, les taux d'intérêt ne sont plus à zéro, bien là, à ce moment-là, les marchés aux actions vont en prendre ombrage. Et puis, j'ai envie de dire, ce n'est pas plus mal. Parce qu'on va retrouver une normalité. Hein, on l'a oublié, mais ce qui était anormal, c'est ce qu'on a vécu depuis 1 an. C'était anormal d'avoir une publique, la France, à quasiment 120% du PIB, et des taux d'intérêt à 10 ans sur la dette publique négatifs. C'était tout à fait anormal. Donc là, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on espère tous, on sort de la pandémie, donc on va devoir enlever la perfusion, et donc on va devoir retrouver une vie normale. Ça veut dire des taux d'intérêt normaux. Et je suis désolé, les taux d'intérêt à 0% ou à négatif, quand on a une dette publique de 120%, ce n'est pas normal. Donc voilà, vive la vie normale, finalement, c'est le retour à la vie normale, et donc voilà, on va se devoir sortir du paradis artificiel. Donc c'est sûr qu'après, il y a un risque que la reprise s'étiole et donc soit limitée. Et donc c'est là où ça pourrait effectivement coûter cher, parce que c'est au moment où justement on a besoin de cette reprise, si les taux d'intérêt augmentent, ça va la limiter. Donc, encore une fois, pour conclure, je ne vois pas une forte hausse des taux monétaires ou même obligataires, mais tout de même une remontée logique, normale, pour stopper, entre guillemets, toutes ces bulles qu'on a vues s'accumuler. Alors, si je vous écoute bien, ce qui va se passer, donc, c'est-à-dire que les banques centrales vont commencer par limiter les achats, ensuite peut-être remonter d'un quart de point, voire d'un demi-point pour la fin de l'année ou le premier trimestre de l'année prochaine. Mais la raison de tout ça, c'est la croissance. Et donc, s'il y a de la croissance, si le prix des matières premières augmente, c'est parce que les entreprises tournent à plein régime ou en tout cas tournent à meilleur régime. Automatiquement, quand nos entreprises tournent à plein ou meilleur régime, elles font du profit. Donc, tout ça se passe parce que tout va bien. Donc, vous nous dites, et c'est tant mieux parce que ça se normalise. Et en plus, de l'autre côté, on voit que tout va bien parce qu'il y a du profit. Donc, s'il y a du profit et que les choses se normalisent à moyen terme, c'est plutôt bon tout ça. Ah ben bien sûr, c'est plutôt bon, sauf que le problème, c'est que, encore une fois, on vient d'une bulle. C'est-à-dire que si on avait des niveaux de valorisation des marchés boursiers qui étaient en phase avec la récession qu'on a connue l'année dernière, là, OK, il n'y aurait pas de problème, puisque finalement, l'inflation, ça n'a jamais tué personne, tant qu'elle n'est pas à 10%, bien sûr. Donc, ça remonte un petit peu. Ça génère effectivement une dynamique de croissance. Donc, tout va bien. Le problème, c'est qu'on est sur un marché boursier qui est trop cher par rapport à la réalité effectivement économique. Donc, quand je dis on va enlever la perfusion, on va aussi voir beaucoup d'entreprises qui tiennent grâce à la perfusion, qui là ne vont pas tenir. Ouais, donc, d'un point de vue macroéconomique, il y aura bien sûr des gagnants, puis il y aura également des perdants. Donc, c'est ça le vrai enjeu. Et pour moi, encore une fois, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le fait que nous ayons cette inflation, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, une fois qu'on aura, je pense, cette correction sur les marchés boursiers, qu'on aura intégré la remontée des taux, les marchés boursiers pourront repartir de l'avant. Vous voyez, le marché boursier, c'est une dynamique. Hein, et donc, c'est là où justement on verra les bons gérants, hein, voilà ceux qui interviennent dans votre émission, c'est-à-dire justement, parce que quand on achète n'importe quoi et que ça monte, quoi qu'il arrive, évidemment, où sont les bons gérants? Quand justement on doit connaître des montagnes russes, on doit naviguer en eau trouble, alors là, c'est là qu'on voit effectivement les bons gérants. Et donc là, on va retrouver, j'ai envie de dire, notre vrai métier où on fait des provisions sur la base des fondamentaux économiques, sur la base de la réalité économique et pas simplement sur le fait que les taux d'intérêt sont à zéro, donc on achète n'importe quoi. Vous voyez, donc ça c'est pareil. Idem sur tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Tout ça aussi, on va devoir voir un peu plus clair, quoi. C'est-à-dire que il faut arrêter cette bourse, entre guillemets, enfin cette bourse, ce n'est pas de la bourse, hein, ces achats casino, si vous voulez, cette finance casino, où finalement, on me demande, qu'est-ce que vous essayez de faire des prévisions sur les crypto-monnaies? Mais je peux pas.
Parce qu'en fait, moi, je fais des prévisions sur la base des fondamentaux économiques. Quels sont les fondamentaux économiques des crypto-monnaies? C'est l'offre et la demande, c'est tout. Hein. Donc, on l'a vu la semaine dernière, il suffit que Elon Musk dise une petite phrase et ça s'effondre. Après, met en avant une autre crypto-monnaie, ça part à la hausse. Enfin, je veux bien que ce soit l'avenir. Enfin, moi, je n'aime pas trop cet avenir. Vous voyez ce que je veux dire? En tant qu'économiste, j'ai envie de dire, moi, j'aimais bien, je ne dis pas que c'était mieux avant, hein, je ne vais pas dire ça, mais je veux dire encore une fois que nous ayons une correspondance, une corrélation entre les marchés financiers et la réalité économique. Ça, pour moi, entre guillemets, c'est la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? Le reste, c'est de la spéculation, mais c'est l'histoire du capitalisme. Hein. Vous savez, le capitalisme, il évolue comme ça, par grands cycles, où justement on a des bulles. L'important, c'est de sortir avant que ça se dégonfle. Hein. Je veux dire, on a connu bien sûr les dettes, la bulle Internet, les dettes subprime. Là maintenant, c'est les crypto-monnaies. Voilà, c'est évident qu'il va falloir légiférer. Et là aussi, à ce moment-là, ça, je pense que Biden va certainement le faire. On va devoir retrouver, encore une fois, un monde normal, une correspondance entre les marchés financiers et la réalité économique. Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que, bon, sinon, il faut qu'on prenne notre retraite, hein, Bernard. Je veux dire, sinon, on va avoir un problème. Hein. Alors, deux choses. Il y a un proverbe, un vieux proverbe qui dit que quand la mer se retire, on voit qui est sans maillot. Est-ce que le fait d'arrêter d'envoyer cet argent gratuit, et puis donc maintenant l'argent va coûter, j'ai envie de dire, oui, comme vous, voilà, c'est un retour à la normale. L'argent, il a toujours coûté. Il y a eu une petite période où l'argent, il n'a pas coûté. Pour paraphraser certains, une petite parenthèse de l'histoire économique, rien du tout. Hein, 18 mois, 24 mois, 36 mois, j'en sais rien, mais en tout cas, rien du tout dans l'histoire économique. L'argent va recoûter. Et donc, l'argent va recoûter, c'est un peu comme si la mer va se retirer et on va voir ces gens sans maillot. Donc, ces gens sans maillot, les crypto-monnaies, ces sociétés technologiques ou ces sociétés dans le digital, pas toutes, mais celles en tout cas qui se financent par des augmentations de capital et qui ne gagnent pas d'argent, donc qui n'ont pas de vraie capacité à générer de l'argent. Donc ça, c'est le premier point. Ne répondez pas tout de suite parce que je vais tout de suite enchaîner sur un deuxième point. Mais quand l'argent va coûter aussi, je pense à nos gouvernements, et quand je pense à nos gouvernements, je pense aussi à nous, en vérité, parce que eux, c'est nous. Avec toutes ces dettes, ils vont devoir les payer. Le service de la dette va augmenter. Ils vont être un peu coincés parce que les impôts, comme on est champion du monde, on ne va pas devenir super champion du monde. Et je ne vois pas comment un État peut générer de quoi rembourser s'il n'augmente pas les impôts. Donc, comment est-ce que vous voyez tout ça se mettre en place? Et alors là, autant ma question tout à l'heure, elle était plutôt de manière générale, mais là, sur la dette, c'est de manière assez précise sur la France. Donc d'abord, un peu ce retrait de liquidité pour les entreprises et ensuite cette augmentation des taux pour notre État. Les deux sont liés, hein. Effectivement. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qu'on a appelées zombies, entre guillemets, qui ne tiennent que par les aides de l'État ou par le fait qu'on a des taux d'intérêt à 0% ou par le fait qu'on lève des capitaux comme ça dans le vide. Mais là, c'est vrai qu'encore une fois, on va regarder la réalité. Hein. Et donc, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de licornes, entre guillemets. On va voir, finalement, ça ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire que, et même le business model n'est pas là. Alors, heureusement, il y en a beaucoup qui vont s'en sortir. Enfin, on peut l'espérer. Et c'est là, encore une fois, on va voir les bons gérants. C'est-à-dire ceux qui ont fait leur travail et qui n'ont pas dit, comme certains, j'entends parfois, acheter n'importe quelle licorne, c'est facile, c'est le top et tout, c'est le numérique. Non, il faut regarder les fondamentaux, il faut regarder le projet, il faut regarder l'innovation de ces entreprises, il faut regarder comment elles gèrent effectivement leur cash et quelle est leur stratégie finalement. Donc oui, bien entendu, hein, c'est là où on va voir la réalité, on va voir les bonnes entreprises viables et puis celles qui ne le sont pas malheureusement. Donc c'est sûr qu'il va y avoir de la déperdition. Il va y avoir de la déperdition parce que justement, c'est ça moi qui me gêne entre guillemets dans cette crise du corona et puis des confinements, etc. C'était qu'en fait, si vous voulez, on revient en arrière, mais en pire. C'est-à-dire qu'on va retrouver la France, va retrouver son niveau de PIB donc, de 2019. Allô? Oui, vous êtes là, oui. Je vous entends. La France va retrouver, ça va, voilà, super, voilà. La France va retrouver son niveau de PIB de 2019, elle va le retrouver à peu près en 2022, peut-être 2023, mais allez, on va dire, soyons optimistes, 2022, ok? Sauf que, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, vous l'avez dit, c'était votre deuxième question, je fais l'enchaînement, la dette publique française a flambé à 120%. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même santé financière qu'en 2019. On a le même niveau de PIB, donc c'est-à-dire qu'on a fait, on va dire, quasiment 3 ans pour rien, hein, qui nous ont d'ailleurs coûté, qui ont été très douloureuses à vivre finalement.
Mais donc on revient au même niveau, sauf qu'on a une dette publique énorme. Et on a des entreprises qui, évidemment, on a un État français qui est fragilisé, on a des entreprises qui, évidemment, sont également fragilisées. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Je ne parle même pas des problèmes sociétaux qui vont se produire, hein, parce qu'évidemment, là, quand on va sortir, alors au début, vous l'avez dit tout à l'heure, Bernard, on va aller au restaurant, on va aller dans les terrasses, après on va regarder la réalité. Une fois qu'on va enlever les aides, il y a beaucoup, malheureusement, de ménages qui vont avoir des difficultés, qui vont souffrir. Voyez, et donc, c'est là où ça va être compliqué à gérer. Il y a des risques sociétaux qui vont revenir. Hein. Malheureusement, je ne veux pas être pessimiste, mais tout ce qui est gilets jaunes, etc., ça va revenir. Donc, il va falloir ça aussi gérer tout ça. Parce que là, on était, entre guillemets, dans le corona, enfin, dans la Covid-19, comme vous voulez. Donc, on ne voyait plus tout ça. Mais ça n'a pas disparu. C'est toujours là. Sauf que c'est pire qu'avant parce qu'on a beaucoup plus de dettes. Et donc, les États sont fragilisés. Puis surtout, jusqu'à présent, donc l'année dernière, ils ont augmenté cette dette sans hausse des taux d'intérêt parce qu'il y avait les banques centrales, et notamment la BCE, qui a acheté les dettes. Maintenant qu'on n'aura plus ce mouvement, alors là, on va devoir payer vraiment la réalité des comptes. C'est-à-dire avec des taux, avec une dette publique à 120%, une inflation à 3%, une croissance, allez, soyons optimistes, à 5%, on ne peut pas avoir des taux d'intérêt à 0, même à 0,3. C'est ce que je veux dire. Et je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais si les taux longs, les taux 10 ans français montent de 1 point, 100 points de base, ça coûte à peu près 165 milliards d'euros sur 10 ans. C'est-à-dire à peu près 5,5 milliards d'euros par an en moyenne. Vous voyez, et bien entendu, c'est que le début, hein, ça va là aussi continuer. Donc c'est ça qui va coûter cher. Donc voilà, on va retrouver le monde d'avant de 2019, mais affaibli. Alors, juste une petite question là-dessus. Beaucoup trop forte. Hein, et c'est là où… Oui. Je vais vous interrompre, Marc. Juste une petite question technique. Donc ça, c'est très facile à comprendre. Si les taux d'intérêt montent de 1%, il y a un coût que vous savez calculer, et donc vous nous dites, répétez-nous le chiffre, 160 milliards, c'est ça? 165 milliards sur 10 ans. C'est-à-dire après 165 milliards sur 10 ans si les taux montent de 1%. Maintenant, de l'autre côté… Ça, c'est que pour la dette publique. Hein. D'accord. Maintenant, de l'autre côté, comme ces taux vont monter du fait ou à cause ou grâce, on verra plus tard, à de l'inflation, chaque fois qu'on a un point d'inflation, ça réduit aussi la valeur réelle de la dette. Alors, est-ce que vous savez aussi nous dire, avec un point d'inflation, de combien ça réduit la valeur de la dette sur 10 ans? Mais c'est évident que si l'inflation continue d'augmenter, donc ça va réduire le coût effectivement réel de la dette. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'augmentation de l'inflation, évidemment, elle réduit le coût de la dette. Ça c'est clair. Est-ce qu'on sait combien il faut d'inflation pour annuler 1% de hausse des taux? Il faut la même chose. À partir de là, vous avez, si vous avez 1% de taux d'inflation qui augmente, bon là, effectivement, votre coût va être réduit. Donc, ce qui compte d'un point de vue réel, entre guillemets, en enlevant l'inflation, c'est évidemment le taux d'intérêt nominal moins l'inflation. D'accord. Donc, c'est vrai que si on reste sur 1% d'inflation et 1% de taux, en fin de compte, c'est un jeu à somme nulle? En fin de compte, oui, le coût réel est nul. Mais c'est là où j'avais envie. C'est que le problème est que si jamais vous n'avez pas la croissance, parce que si l'inflation augmente, ça casse la croissance. Vous voyez. Donc, comme ça casse la croissance, c'est-à-dire que votre ratio dette publique par rapport au PIB, il augmente encore plus. Vous voyez. Donc, le danger, c'est qu'après, parce que l'inflation, encore une fois, moi, je ne crois pas à 10% d'inflation. Après, une fois qu'on aura corrigé tout ça d'ici la fin 2021, début 2022, elle va revenir vers un niveau beaucoup plus normal. Mais si, effectivement, il n'y a pas de croissance et que la dette publique augmente encore, c'est là où les taux d'intérêt réels vont repartir à la hausse. On aura des taux d'intérêt qui seront supérieurs, effectivement, à l'inflation. D'accord. C'est une dynamique. Vous voyez, okay. Sauf on arrive maintenant à la fin de l'émission. Mais le gros problème, c'est que l'inflation, elle ne va pas durer. On arrive à la fin de l'émission et on perd un petit peu de qualité d'écoute. Il y a un petit problème d'Internet. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Marc. C'était très intéressant. Donc, pour résumer, on va avoir de l'inflation, les taux vont monter et l'inflation neutralise la hausse des taux, mais l'inflation casse la croissance et c'est donc à ça qu'il faut faire attention. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, j'ai un bon professeur. Merci beaucoup. Bravo. On se revoit dans 15 jours. Dans 15 et jours, maintenant, je vais rediscuter avec David Calfon. J'aimerais bien qu'il intervienne sur les propos de Bruno Zaraya de Ginger AM. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, juste pour résumer, pour revenir dessus, Bruno nous a dit qu'il va y avoir une deuxième poussée haussière. Il nous a parlé de deux valeurs. Une valeur où on sent qu'il y a une
vraie conviction derrière, c'est ArcelorMittal. Une valeur qu'il aime bien avec une conviction un peu moins forte, c'est Valeo. Et bon, et Bruno, on le connaît, depuis qu'il est là, il est favorable aux banques et il reste extrêmement favorable aux banques. Donc, comme vous, il ne voit pas trop de hausse de marché. Par contre, il voit une vraie hausse de ces quelques valeurs au détriment d'une petite baisse de certaines autres valeurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? C'est ce que je mentionnais, ou du moins je mentionnais en filigrane dans mon édito lorsque je parlais d'un rééquilibrage. Voilà. Il n'est pas question, en fait, il faut se reprendre, l'an dernier, on a été mal habitué. L'an dernier, c'est une année où, avec 5 titres, vous surperformiez la planète. Vous étiez le meilleur gérant, il suffisait d'avoir 5 titres et de les garder. Là, est-ce que ces 5 titres sont à jeter à la poubelle? Certainement pas, parce que ces valeurs restent des valeurs extrêmement solides qui génèrent beaucoup de cash, hein. Il faut quand même le rappeler. Ce ne sont pas des business plans à l'époque de la dot-com en 2000, hein, et de la bulle Internet. Ce sont de vraies sociétés qui génèrent vraiment beaucoup de cash. Donc ça a vraiment de la valeur. En revanche, il ne faut pas avoir que ça en portefeuille. Il faut reprendre, les remettre à leur place, c'est-à-dire en faire une partie du portefeuille et revenir sur effectivement rééquilibrer le portefeuille vers effectivement toutes ces valeurs qui ont été délaissées. Et voilà, maintenant, ces valeurs qui ont été délaissées, elles restent quand même malgré tout fragiles, hein. Ce sont des boîtes qui sont généralement très endettées, ce sont des business qui sont extrêmement cycliques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on se rendra compte que, alors là effectivement, en ce moment tout est beau parce qu'on a des chiffres de croissance. N'oubliez pas, hein, la croissance, c'est la comparaison par rapport à ce qui se passait l'année dernière. Si on compare aujourd'hui ce qui se passait à l'année dernière, donc c'est-à-dire en mai 2020, bien que la comparaison, elle est un peu facile. Mais en parallèle, si on regarde le cours d'ArcelorMittal, on est passé donc de à peu près 5 €, on est à 27 € aujourd'hui. Le parcours, il y a quand même eu un parcours assez significatif. Alors effectivement, 5, c'était certainement une aberration. C'était comme Société Générale à 13. Hein, on en parlait ensemble il y a quelques mois, Bernard. Bon, les cours ont corrigé. Je dirais que l'argent facile sur ces valeurs, il a été fait. Voilà. Ceux qui en ont profité, tant mieux. Les autres, tant pis. Maintenant, en revanche, là où ces derniers temps, ne pas en avoir du tout, bon, ce n'était pas un problème. Là maintenant, il faut certainement rééquilibrer le portefeuille, rediversifier et avoir des choses. Alors, il y a un style de gestion, hein, qui s'appelle le style blend, hein, le style où on a un petit peu de tout. On est un peu un style beaucoup plus tout-terrain. Et c'est avec ce style de gestion, moi, que je me sens beaucoup plus confortable en ce moment, là où l'an dernier, il fallait avoir des valeurs de croissance. Dans le rebond de l'économie, il fallait avoir uniquement de la value. Là, on est maintenant dans une période où je pense que l'argent facile sur la value, il a été fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera plus, mais ça sera certainement pas dans les mêmes proportions que ce que l'on a vu. D'ailleurs, vous l'avez vu, Bruno Zarella lui-même disait ArcelorMittal, c'est une valeur sur laquelle on peut encore faire 25 ou 30%. Mais on vient d'un titre qui a été multiplié par 5. Voilà, donc l'argent facile, c'était de passer de 5 à 20. Là, on est à 27. Oui, ça peut valoir 30, 35, voilà. Mais ça ne va pas valoir 100 tout de suite. Très bien. Merci beaucoup, David. C'est sur vous qu'on va clôturer cette émission avec un tout petit peu de retard. Personne ne nous en voudra. Donc, on vous souhaite à tous une bonne soirée. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ce sera, une fois n'est pas coutume, on aura fait trois émissions ce mois de mai, qui est long. Et ensuite, on attaquera le dernier mois de notre première saison. Voilà. Bonne soirée à tous. On vous dit au revoir. Pour les Parisiens, profitez des terrasses, même si ça semble être complet. Et à très bientôt. On se retrouve dans 15 jours. Au revoir à tous. La French Radio. Portugal.